Engel. Bienvenue dans Dinguerie Room. Le point commun entre mes invités et moi, un micro et une passion pour le rire, l'humour, la scène. Tout ce qui nous anime et nous fait vibrer, flipper, rêver. La dinguerie. Ultra pro. Ah bah, c'est gentil. Incroyable. Faut mettre les casques ? Non, c'est ça. Ouais, ok, quoi, tant mieux. Et voilà. Sommes-nous dans un podcast ? Sommes-nous dans un hôtel ? Un spa, petit spa après, ça serait super concept ça. Ouais, un petit podcast dans un spa. Dans un spa. Ouais. Dans la piscine chauffée. Dans la piscine chauffée juste après le sauna. Ouais. Bonne idée. On serait maxi détendu. Ouais. Écoutez, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir Louis Dubourg. Salut, Amel. Merci d'être venu. Bah, merci à toi, merci de m'avoir invité. C'était... Bah ouais. Ça fait des semaines que je t'invite. Je t'ai invité une fois, en fait. Je t'ai rencontré dans la rue, quoi. À Strasbourg-Saint-Denis. Ouais, c'est ça, tu m'as donné mon numéro. Ouais, j'étais avec mon fils. Ouais, voilà. il me semblait, ouais. Oui. Ou alors sinon t'étais avec un enfant, quoi, mais j'imagine que c'était ton fils, quoi. C'est mieux. Et je t'ai demandé ton numéro alors que je t'ai vu plein de fois, on s'est vu dans les clubs. On s'est un peu croisés, ouais. Mais je me disais que généralement, j'utilise Instagram, mais je te sens pas Instagram. Bah, j'y suis pas. Ah, t'as pas Instagram ? J'ai pas de réseaux sociaux. Bah, tu vois, j'avais une bonne intuition. Ouais, non, je suis nulle part. Et je me suis dit que j'allais te demander ton numéro dans la rue. Bah, c'était la seule façon de le faire, de toute façon, parce que je suis incontactable. Enfin, j'ai pas de moyen d'être contacté. D'accord. Donc, faut avoir mon numéro, quoi. Ok. Et pourquoi je tenais à t'inviter ? Parce que je sais pas si tu te rappelles, mais une fois, on était en club, on a joué chacun nos 10 minutes, il y a longtemps. Et on est sortis de ce club-là, je ne sais plus où. Peut-être le Fridge. Il me semble. Et en fait, moi, j'avais rendez-vous à la base, et on a commencé à parler de stand-up, et tu m'as dévié. C'est-à-dire, je suis arrivée en retard à mon rendez-vous parce que je t'ai dit, mais tu vas où ? Tu m'as dit vers là. Et moi, j'ai dit, non, mais je vais marcher encore avec toi. Allez. Tu te rappelles je pensais que tu me raccompagnes. Enfin, je pensais que c'était ta route aussi, quoi. Pas du tout. Okay. C'était pas du tout. Ok, incroyable. C'était pas du tout Tu te rappelles ? Bah oui, je me rappelle bien. Voilà, sauf que j'allais pas dire, écoute, j'ai envie de te suivre parce que... Non, je me souviens bien même. Et je ne sais plus de quoi on parlait, mais je sais que c'est de stand-up. Ouais, mais sûrement. C'était tellement intéressant. Ah ouais. Bah, c'est cool. Que je t'ai raccompagné. Allez, bah écoute, j'étais sûr de t'avoir moi accompagné en fait, donc ok, énorme. Ça se trouve, personne n'est dans le bon chemin, juste on passait s'accompagner l'un l'autre, c'était énorme. Et c'était un plaisir de discuter avec toi, et c'est à ce moment-là que j'ai senti ta passion pour le stand-up. Bah ouais. Donc voilà. Elle existe. Hein. Elle existe, elle est là, elle est palpable. Bah c'est cool si elle l'est, mais elle existait avant même que je fasse de la scène. En fait, c'est ça aussi qui. Enfin, en gros, j'ai commencé moi à aimer ça. Il y a longtemps, quoi. Et j'ai décidé d'en faire 4-5 ans après avoir découvert la discipline, quoi. J'avais jamais fait de scène ni rien, quoi. J'ai vraiment découvert le stand-up en 2012-2013 et j'ai commencé en 2016, quoi. Mais et pendant 2012 jusqu'à 2016, tu l'étudies, entre guillemets, c'est-à-dire tu regardes des spectacles, tu vois... En fait, j'étudie sans y penser, parce qu'en fait, c'est juste, ça prend tout mon temps, c'est devenu une passion, comme le foot, quoi. C'est un truc que je me pose pas la question de le regarder, je le regarde, quoi. Et en fait, j'ai passé ma vie à en regarder, quoi. À regarder tous les Louis C.K., les Bill Burr, les Patrice O'Neill, tous les mecs de cette époque-là, qui 2012-2013, et en fait, ça m'a obsédé, et moi j'avais des métiers à côté, j'y pensais pas, et puis un jour je me suis dit, allez, on va essayer pour voir, et puis j'ai juste... D'accord, donc c'est en tant que spectateur au début que tu kiffais, mais qui te dit Bill Burr, qui te dit Louis C.K., qui te donne ce nom ? Parce qu'il faut le trouver. Hein. Peut-être par hasard, peut-être j'avais encore les réseaux du coup, c'était peut-être une vidéo qui est tombée. Et en fait, je me souviens pas de l'instant T, donc je vais pas faire le mec à la révélation en tête. Mais je me souviens de voir des passages de Louis C.K. notamment qui. Alors c'est pas la personne qui a le plus compté sur moi dans le stand-up, c'est plus. Enfin, il y en a deux autres qui sont plus importants pour moi, mais Louis C.K. c'est vraiment celui qui m'a marqué dès le départ. Et je me souviens de voir un truc en me disant mais. On peut rigoler aussi fort que ça dans une salle, on peut avoir l'air aussi naturel que ça en étant sur scène, on peut ne pas faire le show, entre guillemets, et faire un truc aussi fort. Et en fait, tout ça, ça m'a fait péter le cerveau sans me rendre compte, quoi, parce qu'après, je me suis pas dit, allez, on étudie, quoi, juste, j'en consommais, je vais écouter leurs podcasts, savoir ce qu'ils disent, savoir ce qu'ils pensent, et puis j'en suis arrivé à un stade où... Ça veut dire que t'écoutais déjà des podcasts en 2000, parce que le podcast, ça arrive en France, c'est... Bah en fait, ils en faisaient déjà beaucoup. Et en fait, j'écoutais pas dans les podcasts pour écouter un podcast. J'écoutais en fait, je voulais voir partout où ils avaient parlé eux. Je voulais savoir ce qu'ils avaient dit, quoi. Il y a 5-6 stand-uppers comme ça où je sais que j'ai
tout écouté ce qu'ils ont dit partout. Je suis allé chercher dans les fins fonds d'internet pour tout. Enfin, tu vois, genre il y avait des mecs, je veux vraiment tout savoir ce qu'ils ont fait, quoi. Parce qu'ils m'ont vraiment obsédé pendant un temps, moins maintenant. Oui. Et c'est qui les deux autres dont tu me parlais ? Moi, c'est David Letterman et Norm Macdonald qui sont. David Letterman, c'est plus présentateur télé, mais lui qui m'a obsédé fort, quoi. J'ai tout vu de lui, et Norm Macdonald qui est mon stand-upper préféré de très loin, qui est décédé il y a 2 ans malheureusement. Je sais pas si tu connaissais. Non, je connais pas. C'est ouf son histoire. Il avait un cancer depuis 10 ans. Il l'avait dit à personne parce qu'il voulait pas que ça altère ce qu'il faisait sur scène. Et du coup, il est décédé du jour au lendemain. Personne s'y attendait. Et en fait, c'est un mec. C'est le comédien préféré. Si tu demandes à Louis C.K. qui est son stand-upper préféré, il va te dire Norm Macdonald à mon avis. Si tu lui demandes, en gros, c'est. Il s'appelle comment exactement ? Norm Macdonald. Norm. Ouais. Ok. Quand je faisais mon podcast, à un moment donné, on me reprochait de potentiellement trop le citer tout le temps, quoi. Enfin, en gros, c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup marqué. C'est la première fois qu'on en parle, donc c'est cool pour ceux qui nous écoutent. Moi, je vais tout de suite chercher des vidéos. Et ce stand-upper-là, il parlait de quoi ? Plus de politique ? Non, il parlait de comme ça lui venait. C'était vraiment un mec, tu pouvais vraiment imaginer un mec qui parlait de... Je sais pas trop comment le décrire, Norm Macdonald. Déjà, il est dur un peu d'accepter au début quand on est francophone, parce que moi, je parle pas très bien anglais et je parle grâce au stand-upper, mais c'est vrai qu'il a un accent et un phrasé dur à comprendre à premier abord, donc il peut rebuter au départ. Et en fait, après, non, c'est juste ce qui transpire de ce qu'il fait quand il le fait aussi, quoi. Ça sent vraiment la personne jusqu'à passer 35 ans de sa vie à faire du stand-up, 50 week-ends par an, quoi. Et c'était quelqu'un... pourquoi je le connais pas ? Est-ce que c'était quelqu'un... Ouais, il a refusé. Il a eu des gros moments. Il a été mais dans les années 90, il a été le mec qui faisait les news sur Saturday Night Live pendant 3-4 ans. Ok. Et c'était un des mecs qui a révolutionné le truc à l'époque, quoi. Il le fait super bien. Il y a des compiles entiers de lui qui lit des news au Saturday Night Live qui sont assez incroyables. Et après, il a toujours... je sais pas s'il en faisait exprès ou pas, mais en tout cas, il a toujours fait en sorte de retomber dans une sorte d'oubli, après de revenir un peu. Il a eu son show Netflix, mais parce que... En fait, le boss de Netflix l'adore, et du coup, lui a, entre guillemets, offert son show Netflix, mais il était pas connu au point d'avoir un show Netflix. Enfin, c'est quelqu'un, il était... Mais bon, bref, c'est quelqu'un qui a toujours été un peu en dehors des clous, quoi. On sait qu'il est fort, mais lui va rester discret à des moments. J'ai l'impression après. À des moments. Ouais. Et est-ce que c'est quelqu'un... Est-ce que finalement tu t'identifies un peu à lui, ou cette carrière que tu aimerais peut-être avoir ? Forcément un peu. Ouais. Il y a des mecs comme ça, je me suis tellement endormi en les écoutant, tellement que forcément ils m'ont impacté, quoi. Tu vois, et David Letterman, c'est l'inverse de ce gars-là, j'ai l'impression, non ? Bah oui et non, c'est-à-dire que en fait c'est pour moi leur point commun quand même, et c'est le point commun aussi de beaucoup que j'aime, c'est en fait ils voyaient vraiment ce truc-là comme un métier qu'il fallait faire énormément de fois, beaucoup, et puis le faire le mieux possible à chaque fois. Enfin, David Letterman, c'est quand même 33 ans d'émission. Tous les jours, de 5 jours par semaine, il faisait une émission et jamais il a vraiment déçu, quoi. Et ça demande un travail et une dévotion qui me parle beaucoup, quoi. Oui, je le vois, ça. Les mecs qui... Tu travailles beaucoup, Louis. Enfin... Je me déculpabilise en faisant beaucoup de scènes. Tu fais beaucoup de scènes. Mais je travaille pas beaucoup en dehors des scènes. T'écris pas ? Pas tant. Tant que ça. Non, pas tant. Pourquoi ? Tu remets comment on dit ce mot ? Procrastiner, non, c'est pas de la procrastination, je crois pas. Enfin, je sais pas. Mais je crois que c'est juste que... t'imagines, ça va faire 7 ans et je crois que je sais toujours pas, c'est ouf de dire ça, je me rends compte là, mais je sais toujours pas écrire une blague, je crois, en fait. Tu sais, chaque nouvelle blague est un peu une sorte d'accident que je trouve sur le moment, ou comme ça vient, dans des notes parfois, mais tu sais, il y a des notes qui vont végéter 6 mois, et puis un jour, tu le sens, tu dis, allez, vas-y, je vais tester ça, et puis t'essayes, et puis en fait, ça prend, mais en fait, j'arrive pas, et il y a des potes qui écrivent des blocs, et qui arrivent avec un bloc, et qui après le travail, etc., je suis incapable de faire ça 7 ans après. Et en fait, ça va peut-être venir, mais pour l'instant, je travaille encore plein d'autres choses, quoi. Moi, j'ai commencé, par exemple... les 4-5 premières années que je faisais du stand-up, je regardais par terre et je parlais très 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 vite. Genre, et on m'a toujours dit lève la tête, parle moins vite, lève la tête, parle moins vite. J'avais beau même 2 secondes à monter sur scène me dire lève la tête, parle moins vite, j'arrivais sur scène, c'était plus fort que moi, je baissais la tête, je parlais vite, quoi. Je pouvais pas faire autrement. Et j'ai laissé le temps. Et là aujourd'hui, avec un peu plus d'assurance, plus de scènes, le fait d'avoir des blagues qui me plaisent un peu plus, etc. J'ai levé la tête naturellement, j'ai parlé un peu moins vite. Et ça s'est fait naturellement, en fait. Et j'attends que l'écriture vienne aussi dans ce truc-là, quoi, que ça soit un prolongement de ce que de mes progrès sur scène, quoi. Pour l'instant, j'arrive pas à écrire de la blague sur commande, quoi. Impossible. Tu me dis, tu dois tester 5 minutes demain. Alors, quand je fais les soirées première fois d'Yacine Bellouz, j'allais te parler des soirées première fois. Ça me retourne le bide 3 jours avant, quoi. Alors que c'est plus le cas du tout pour aucune scène. Mais l'idée d'arriver avec rien, ça me détruit, quoi. Mais là, en l'occurrence, pour une soirée première fois, t'arrives avec un petit bloc, quand même, que t'as écrit. T'es obligé. T'es obligé, mais du coup, d'avoir rien de sûr qui marche, moi, me terrifie.
Parce que, je suis comme toi. Bah ouais, mais parce qu'il y a des gens qui sont naturellement marrants. Moi, un de mes gros problèmes, c'est que à la base, je suis pas marrant. T'es marrant. Je dis ça en rigolant, c'est un peu une façon de parler, mais ça peut. Sauf que t'as un autre style. T'es pas le bout en train. Mais je parle pas, mais même pas sur scène. Mais dans la vie, tu vois, ça vient pas quoi. C'est pas. Si je suis en confiance et je peux rigoler avec des potes, mais Si. Bah en tout cas, c'est gentil. Là, t'es venu tout à l'heure. T'étais marrant. Oui, mais il y avait Gérard Lanvin en loge. J'étais obligé. Il fallait faire impression. Non, en vrai, mais en tout cas, tu fais attention à ce qui se passe, ce qui t'entoure, et puis tu vas t'en servir pour avoir un trait d'esprit. C'est ce que tu as fait tout à l'heure. C'est peut-être. Mais en tout cas, il y a peut-être ça, mais il y a peut-être aussi, peut-être que j'écris pas assez aussi parce que, en fait, j'ai vraiment une trop grosse conscience que le public est là pour. Enfin, en gros, moi, mon métier, c'est de faire rire des gens, en fait, et que si j'ai pas de rire, je fais pas mon métier, en fait. Et moi, du coup, il faut trouver l'entre-deux. Oui. Mais à un moment donné, les gens, ils ont rien à foutre de savoir que tu as 5 minutes à tester pour une émission la semaine prochaine ou je sais pas quoi. Ils ont payé une place et veulent rigoler maintenant. Ils reviendront peut-être plus avant un an ou peut-être 3 ans voir du stand-up. J'ai pas envie de m'en foutre un peu, allez, on va voir si ça passe pas. Même si c'est une attitude qu'il faut avoir à un moment donné pour écrire. Pour progresser. Mais pour l'instant, j'ai vraiment ce truc de... Louis, je suis comme toi. Je suis comme toi, surtout là où les gens vont payer 20 balles, tu vois. Ouais. En revanche, c'est pour ça que j'aime aller, par exemple, dans les trucs au chapeau qui existent encore un petit peu. Il y en a. Le Goku, ou bien... Et là, je vais tester 1 ou 2 phrases. Je te dis pas un passage, 1 ou 2 phrases. Et genre, c'est chambé pour moi. Genre, je suis déstabilisée, tout genre, wouh! Ou les plateaux de Sifax, par exemple, tu vois, où pareil, c'est au chapeau. Ouais, il y a un truc de responsabilité. Effectivement. Un peu. Alors après, maintenant, j'arrive à tester 2-3 phrases par jour quand même. Et puis, un truc que je fais depuis quelques mois maintenant, c'est... on va dire, je sais pas combien de minutes de blague, mais on va dire une 40aine de minutes, je sais pas. Et en fait, le but, c'est aussi de pas les mettre en package, quoi, de les faire dans le désordre, de commencer avec un truc différent, de mettre la blague du début à la fin. Ouais, sans être déstabilisé. Ouais, juste, je sais qu'il y a un rire à la fin normalement, et on va y aller, on va voir. Et ça me permet de rester vif sur scène, quoi, parce que sinon, on a vite fait aussi de dire un texte et de plus le sentir tellement tu l'as dit et que tu le fais pareil depuis longtemps, quoi. Tu vois, et c'est ce que je me posais la question te concernant, le fait de te voir jouer beaucoup, le fait de te voir faire des clubs. Tu fais partie des meilleurs stand-uppers, là, en ce moment. C'est vrai. Je sais pas si on peut y avoir les meilleurs, ça dépend des goûts, quoi, mais c'est gentil. Pour moi. C'est gentil. Pour moi, je connais quand même. Non, c'est gentil, c'est super gentil. Non, mais vraiment, enfin, en tout cas, tes passages que tu montres sont solides, tu vois. Et puis, t'es là depuis un moment. Donc, oui, sur un line-up, t'es un stand-upper qui tient la route. Et c'est vrai que je me disais, je le vois pas beaucoup en 30-30. Est-ce qu'il commence un peu à penser à être sur scène un peu plus longtemps, genre 1 heure, à faire, je sais pas, 1 heure un petit peu à la nouvelle scène de temps en temps, pour se tester sur ce format? Pas tant, non. Mais pas tant parce que ça m'est pas venu, quoi. En fait, j'ai pas fait de ce truc-là un objectif du tout. Putain, Louis, tu m'enlèves un truc. C'est génial. Vas-y. Non, mais j'ai pas de... Non, mais c'est bien. Non, mais en fait, ça dépend parce que je connais des potes qui se sont un peu forcés à aller faire 1 heure, forcés entre guillemets, mais tu vois, des gens, alors là, on va parler par tranche d'âge de nombre de temps qu'on fait du stand-up, et nous, on a, s'il y a Merwan, Pierre Thévenoud, Rémi Boy, ça, c'est des gens qui font du stand-up depuis à peu près en même temps que moi, et eux, ils font des heures maintenant, et au début, ça n'a pas été naturel, mais à force d'y aller, et maintenant, ils sont allés sur ce format-là. Moi, j'ai fait la tournée de Pierre Thévenoud la semaine dernière, j'ai suivi en première partie. Il te tient la scène pendant 1 heure, il le fait bien, il sursit pas. Et en club, il vient toujours avec des une papiers, feuille, il vient travailler. Donc, il y a une autre démarche que je trouve folle et que j'adore aussi. Juste, moi, j'ai un problème avec ça. En fait, c'est moi avec moi-même, quoi. C'est qu'en fait, à chaque fois que j'effleure l'idée de pouvoir faire ça, en fait, je vois les gens que j'adore dans le milieu, enfin, les stand-uppers, on revient à Louis C.K., Norm Macdonald, etc. Et je suis tellement loin d'être rigolo comme eux. Vraiment, le truc clé, et c'est vraiment pas pour me faire flatter que je dis ça ou je sais pas quoi, mais c'est en fait, si j'étais spectateur, j'irais pas voir un spectacle d'1 heure de moi, quoi. Donc en fait, pourquoi je le ferais? Tu vois, j'ai envie d'être la personne j'ai envie de sentir que ce que je fais me plaît, quoi. Et pour l'instant, c'est pas le cas. Donc ça, c'est moi avec moi-même. Hein. C'est toi avec toi-même. Ouais. T'es un peu dur, non, mais c'est toi. C'est dur, c'est si tu regardes un spectacle de Louis C.K., je suis pas dur du tout, tu vois ce que je veux dire? Genre, le mec est tellement fort. Alors après, faut pas non plus, le mec, ça fait 20 ans, il a fait des heures au bout de 6-7 ans de stand-up, et peut-être qu'ils sont pas captés pour une raison, etc. Mais c'est une autre époque aussi. Maintenant, tout est capté beaucoup plus vite. Il y a beaucoup de vidéos, c'est pour ça qu'il y a pas de vidéo stand-up de moi nulle part ou de chose que ce soit. C'est que je veux pas capturer maintenant ce que je fais parce que je le trouve pas. Enfin, tu vois, j'aimerais bien être plus fort plus tard, quoi. Plus. Ouais, t'aimerais plus. Et donc, est-ce que tu te sens pas encore validé? J'ai pas du tout cette question-là en tête. D'accord. Moi, je veux juste... En fait, vraiment, c'est un métier. Donc maintenant, tant que je peux payer mes factures et vivre ma vie, après, je fais mon chemin, tu vois.
Là, c'est le cas aujourd'hui depuis quelques années maintenant où je peux vivre ma vie tranquillement en faisant ce métier sans avoir à avoir d'heures. Et du coup, tant que le modèle économique me convient et que je fais ce qui me convient, tu vois, je cherche pas beaucoup plus, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que je me mettais la pression il y a pas longtemps. Hier, je parlais avec mon agent, voilà, et j'arrêtais pas de dire, tu vois, je parlais avec elle et elle a compté les il faut. Mais il faut que. Il faut. J'ai dit, tu sais, là, il faut absolument que je me bloque une date dans un petit théâtre comme ça. Il faut que j'écrive mon spectacle, mais il faut que je bloque la date d'abord, comme ça va me forcer à machin. Elle me dit, écoute, Amel, donc j'ai écouté les il faut. Il y en a au moins 6 dans ta phrase. Laisse tomber. Ouais. C'est pas grave. Il faut que ça vienne de là. J'ai l'impression, mais après... C'est pas le moment, il n'y a pas de il faut, mais il y en a... Tu sais, tu vois, quand on est en club, ça marche bien et tout, et puis les collègues ou même les programmateurs vont dire, alors t'en es où dans ton spectacle et tout, c'est charmé là ce que tu fais. Faudrait. Moi, je suis heureuse un peu comme ça. C'est ça, ouais. Après, il y a, tu sais, nous, il y a Adrien Arnaud, je sais pas si tu vois qui c'est, qui est le mec qui se plaint beaucoup, entre guillemets. On lui a beaucoup demandé pourquoi il faisait pas son heure, et du coup, c'est un peu la running joke de Adrien qui nous parle de pourquoi il fait pas son heure en ce moment, quoi. Sur scène? Ouais. Enfin, lui, il a fait un peu point virgule, mais il a vraiment ce truc il a vraiment été marqué par le fait que les gens lui demandent pourquoi il faisait pas son heure, quoi. Et en fait, il a peut-être ouvert la voie à plein de mecs comme nous. On n'a pas eu à répondre à cette question, du coup, parce que lui, il l'a fait pour nous, et du coup, on s'emmerde. Non, je sais pas, mais en tout cas. En tout cas, moi, je me suis jamais trop posé la question. Je sais que, de toute façon, j'ai pas de réseaux sociaux, j'ai pas de following, donc de toute façon, faut bien vendre des billets. Donc, à un moment donné, comment tu vends des billets si t'es nulle part, quoi? De toute façon. Oui, après, tu peux amorcer le truc. Et c'est vrai que cette question arrive souvent, pourquoi t'as pas ton heure, etc. Mais il y en a qui vont te dire, et les deux ont raison. Parce qu'il y en a qui vont dire, attention Amel, attention Louis, à force de faire des plateaux, tu peux rester 10 ans comme ça. Ouais. Si tu te mets pas une échéance. Mais moi, ça me dérangerait pas de rester 10 ans comme ça. Sans goûter à cette heure-là? Si un jour je suis chaud, je la ferai, mais en fait, si ça vient pas, ça vient pas. Enfin, le but, c'est pas de stagner mais moi, demain, tu me dis, enfin, ça dépend, je me pose pas, ça se trouve, dans 10 ans, j'aurais toujours pas fait d'heure, hein. J'en ai aucune idée. Tu vois, je sens aussi un gars que j'aime beaucoup. Vas-y. Paul de Chavannes. Ouais. Un peu dans ce délire aussi. Ouais, peut-être. Ça n'engage que moi, mais je le trouve très fort. Ouais. Il me fait vraiment... on est d'accord? Moi, c'est personnel. Il me fait vraiment beaucoup, beaucoup rire. Il est très fort. Et pareil, pas de réseaux sociaux, je suppose, ou peut-être, mais pas actifs en tout cas. Et pareil, pas de 30-30, pas d'heure. Non. Là, je peux pas parler à sa place. J'en ai vraiment aucune idée de pourquoi il fait pas ça. Mais il y a un petit groupe comme ça. Je sais pas si c'est un groupe de personnes, mais les autres ont tendance à faire leurs heures. Mais c'est vrai qu'avec Paul, pour l'instant, on n'a pas fait d'heures. Ouais. Et est-ce que t'as un pote humoriste, stand-upper avec qui tu traînes, avec qui t'écris? Alors écrit, non, avec personne. Ouais. Mais par contre, Paul, beaucoup. Ouais, je passe beaucoup de temps avec Paul, Nathan, Ben Soussan. Ah, j'aime beaucoup Nathan Ben Soussan. Pareil. Mais lui, tu vois, il vient de commencer. C'est un ancien en vrai, il a commencé à 15 ans. Ça fait bientôt 10 ans qu'il fait ça, la honte. Non mais je rigole. Parce qu'il est tellement sa tête de poupon. Il a quel âge, Nathan? Il a 24 ans, je pense. Puis il fait 18 ans. Alors, bien sûr, il y a toujours 18 ans dans nos cœurs. Ouais. Et c'est vrai que... Ouais. Alors lui, je lui ai demandé, carrément. Je lui ai demandé... S'il faisait son heure s'il faisait son heure. Il m'a dit non, pas pour le moment, je suis pas prêt. J'ai besoin encore de travailler et... après, il y a des gens qui sont associés dans l'heure parce que c'est un moyen de gagner de l'argent aussi, à un moment donné, parce que dépendre des plateaux, faut quand même être faut que les gens t'appellent, on dépend quand même de programmateurs, etc. Quand t'as ton spectacle, après, tu vois, t'as ton propre modèle à toi économique et t'as plus besoin de dépendre d'autres gens, donc ça joue aussi vachement. Moi, c'est un truc qui parfois me fait, tu vois, réfléchir. C'est à un moment donné l'indépendance ultime, quoi, genre de plus avoir besoin. Tu fais ton spectacle et les plateaux ne servent que à travailler, etc. Mais moi, le plateau, aujourd'hui, c'est ma matière... Enfin, c'est mon seul revenu, quoi. Donc, et c'est ce qui te permet d'être intermittent du spectacle? Intermittent, même si on ne l'utilise pas trop, parce que je joue tellement, en fait, par mois qu'il n'y a jamais l'intermittence qui tombe, quoi. J'ai juste le statut. Après, pendant le confinement, c'était incroyable, quoi. J'ai été intermittent le 11 mars 2020, je crois. Enfin, en gros, le jour du confinement, j'ai eu mon intermittence, quoi. Donc ça, c'était incroyable. Waouh. Ouais, ça, c'était fou. Ça, c'était vraiment le plaisir ultime, quoi. Genre, à la fin de chaque mois, je m'actualisais, j'avais l'argent et je continuais à attendre devant ma fenêtre que le temps passe, quoi. Et sans intermittence, c'était dur, quoi. Donc, super intermittence pour ça. Mais après, depuis que les plateaux ont ouvert, honnêtement, à part au mois d'août, parfois, quand je pars 2-3 semaines, mais sinon, en fait, je joue trop pour avoir l'intermittence, quoi. Ouais. Et la première fois que t'es monté sur scène, tu t'en rappelles de ta première scène, les planches premières, qu'est-ce que tu te rappelles? C'était au Sonar. Au Sonar, c'est une petite salle à Pigalle.
Ah, d'accord. Et Alex Nguyen faisait des spectacles là-bas. Oui. Et il prenait des premières parties. Il fallait faire venir des potes à toi. Et les premières fois, j'ai réussi à activer ça la toute première fois. Et du coup, j'ai fait 3-4 minutes là. Et c'était terrible. Ça veut dire quoi, terrible? Terrible, c'était horrible, quoi. Genre, il y a pas eu... Enfin, c'était horrible. Alors après, T'as fait combien de temps? 4-5 minutes, je pense. T'es resté déjà sur scène. Peut-être, je dois peut-être avoir l'audio encore, mais je suis pas sûr. Il doit y rester un audio, mais j'en supprime parfois, mais il doit rester des audios un peu sombres de ces années-là, quoi. 4 minutes, donc. Et en fait, je suis sorti, j'en avais parlé à personne, et je suis sorti, j'ai appelé mes darons, et je leur ai dit que j'avais fait ça, et que j'avais trouvé ça horrible, mais que j'allais continuer, quoi. C'était assez bizarre c'était horrible. Pas de rire, rien? Pas de souvenir, quoi, de rire. Après, peut-être sur le moment, mais j'étais vraiment un animal sauvage dans les phares, quoi. Oui. Vraiment, j'étais... La tête baissée. Ah, bah, il y a rien, tout moi me disait, pars de là, quoi. Après, le seul truc que je retiens qui est un peu positif, enfin, en tout cas qui m'a rassuré, c'est que quand on m'a appelé sur scène du bruit pour Louis Dubourg et que t'arrives, en fait, tu pars de derrière. Oui. Et bah là, je pensais même que mes jambes peut-être n'arriveraient pas à me porter jusqu'à la scène, tu vois, j'étais pas sûr. Enfin, c'était la première fois que je faisais ça, j'avais jamais pris parole en public. Peut-être je vais tomber. Peut-être je vais tomber, peut-être que mon micro va trembler tout le long, peut-être tout ça. Et en fait, mon micro a pas tremblé, j'y suis allé. Je suis reparti de là, ça s'est pas si bien passé que ça, mais du coup, j'en ai fait beaucoup. J'ai eu la chance d'en faire beaucoup vite aussi. Ça, c'est aussi d'avoir vite plein de plateaux, quoi. Et c'est ouf que tu appelles tes darons, tu dis c'était horrible, mais je veux continuer à faire ça. Bah ouais. C'est bizarre. C'est bizarre, mais j'ai vu, en fait, je sais pas trop, il y a eu un truc de se dire, tu vois, peut-être... c'est un truc que je vais peut-être finir par savoir faire, quoi. Enfin, en gros, avant, j'ai bossé un peu dans des boîtes et je comprenais pas trop ce qu'il fallait faire. En fait, je jouais à avoir un boulot un peu dans les métiers où j'étais. Ok, bah, ils me demandent de faire ça. Du coup, si je fais... Enfin, j'arrivais pas à être au premier degré dans ce que je faisais, quoi. Et en fait, dès que j'ai fait ça, bah, je me suis vu être au premier degré dans ce que je fais, quoi. De pas, tu vois, de voir la voie pour avoir un métier. Travailler avoir un métier, quoi. D'être à l'aise. Avec tous les problèmes que ça engendre aussi, hein. C'est des... Enfin, les 4-5 premières années, c'est encore plus terrible parce que tu loupes... là, j'ai loupé les 30 ans de tous mes potes, pas mal de matchs, pas mal de trucs, parfois pour faire une scène un samedi à 17h devant cette personne, quoi. Putain, mais, ça désociabilise un petit peu. Bah, un petit peu, mais surtout, c'est les sacrifices que ça demande, entre guillemets, quoi. C'est-à-dire qu'après, c'est une vie incroyable où t'as pas de boss, où tu peux te mettre ta journée pour toi. Mais effectivement, tu joues... Enfin, faut accepter de jouer beaucoup, beaucoup et de mettre beaucoup de gens entre parenthèses, au moins au début, parce que sinon, ça sert... Enfin, faut travailler... Sinon, tu progresses pas, bah, et t'as pas... Ouais. Enfin, et puis t'es obligé d'être devant des gens. Enfin, tu peux travailler autant que tu veux chez toi, ça marchera pas, quoi. Non. Faut être devant des gens. Ouais. Tu sais, les 3-4 premières années de notre vie sur scène, on devrait... Et c'est en rigolant parce qu'il faut pas le faire, mais on devrait commencer tous nos passages en s'excusant auprès du public en disant, bah écoutez, vous êtes nécessaire pour que je progresse, donc merci d'être là, mais je suis pas prêt pour faire ce que je suis en train de faire, quoi. Tu vois, genre au début, on sait pas ce qu'on fait, on est juste quelqu'un d'apuré avec un micro qui essaye d'avoir des rires, quoi, mais c'est pas naturel, hein. Oui, enfin, je pense. Hein. Mais c'est bien qu'il y ait des scènes l'après-midi à 17h où ça s'appelle la relève, par des exemple, trucs comme ça. Ça excuse un peu le truc. Bien sûr, oui. C'est au chapeau. Et les gens qui viennent dans ces trucs-là, j'adore, parce que c'est vrai qu'ils vont voir des gens commencer et c'est super, quoi. Faut absolument. C'est canon. Mais moi, j'ai demandé à aller à la relève. De jouer ? Oui, ah ouais pour avoir un petit bloc de soirée première fois, un petit bloc tout nouveau. Laissez-moi aller à la relève. Et tu l'as fait ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai pas posé mes yucks sur la table. Ah, là, tu t'es retiré de ce projet ? J'ai dit, est-ce que c'est possible d'aller à la relève ? On m'a dit, ouais. Okay. J'ai écrit un petit truc, j'ai dit, bon, demain. Et jamais pour l'instant. Je vais y aller. C'était il y a combien de temps que tu as demandé ? Il y a quelques semaines. Ah non, ça fait longtemps quand même. Ouais, il y a quelques semaines. Il faut y aller. Ouais. Et je suis allée au Comedy Night direct, tu vois. Je me suis dit, bon, non, attends. Non, il faut y aller. Bah, il faut rien. Ouais. Il faut, putain. Non, mais tu vois, c'est sûr. Hein. J'en ai marre de ce il faut. Fuck. Ah, mais bon, après, ça permet de faire des choses aussi, quoi. Aussi. Ouais. Aussi. Et alors, est-ce que je me rappelle qu'Alex Nguyen, j'espère que je le prononce bien, faisait des cours de stand-up aussi. Donnait des cours de stand-up. Bah, en fait, moi, ça, je l'ai fait. Enfin, en gros, t'allais, pareil, c'était au Sonar l'après-midi. Et ça, après, c'est un peu autre chose parce que c'est pas des cours. En fait, tu faisais des passages devant des gens qui avaient d'autres passages à préparer, quoi. C'est plus une organisation, ouais. Ils te disaient pas d'écrire sur quelque chose ou je sais pas quoi, juste ils te donnaient des spots, des mini-spots, quoi, devant des gens qui faisaient ça aussi. Donc c'est des spots difficiles en plus parce que jouer devant des gens qui attendent que tu joues en premier. Enfin, si tu joues en dernier, tout le monde est soulagé d'avoir joué, donc personne t'écoute. Si tu joues en premier, tout le monde est en train de répéter dans ta tête, donc personne t'écoute. Enfin, c'est des spots très difficiles, quoi. Ouais. Mais ça te permet d'avoir en fait, au tout début, pour moi, et c'est comme ça que j'ai vu au tout début, toutes les occasions étaient bonnes pour prendre un micro devant des gens et d'essayer de faire rire ces gens-là, quoi.
Il fallait prendre toutes les opportunités pour le faire, quoi. Et tu sais, cette organisation d'Alex, ça existe toujours ou pas ? Je sais pas, aucune idée. Ok, parce que c'est pas mal quand même. Franchement, de faire dur, jouer, mais c'est pas mal. De toute façon, je crois pas trop au fait de donner des cours pour apprendre à être marrant. Par contre, faire des spots et jouer, ça j'y crois à fond. Après. Est-ce que t'écris tous les jours ou pas ? Parce que tu sais, il y a le livre là, la Bible du stand-up. J'ai pas lu ça. D'accord, bon. Il y a en tout cas la Bible ça tourne. Comment elle s'appelle, la meuf qui a écrit ça ? Je sais plus. J'ai oublié son nom. J'ai reçu un jour le PDF de ça, mais... Donc il y a elle qui le dit, mais Jerry Seinfeld et tout. Il y en a beaucoup qui disent écris tous les jours, même de la merde. Hein. Même pas des vannes, mais même des phrases, une idée, une anecdote, mais écris tous les jours, pendant 10 minutes. Non, ça peut-être un peu, je le fais, ouais, mais sans avoir de temps pour le faire, quoi. C'est sur mon téléphone, en balade, je marche beaucoup, et du coup ça, enfin, tu vois, genre c'est plutôt comme ça. Tu vas penser un truc, tu l'écris, ouais. Tu l'écris ou tu le dis ? Tu l'écris. Ouais. Non, je l'écris. J'ai jamais trop fait le voice note. Ouais. Non, tu bosses en fait, mais à ta manière, quoi. Pas assez ? Non, mes journées sont très je donne pas beaucoup de temps de mes journées pour... Mais tu vois, Sarah Silverman, elle disait que quand t'es stand-upper, il faut un peu rien faire aussi. Écoute, du coup, merci Sarah de me confirmer dans ce que je fais. Mais... C'est bizarre, mais il faut un peu... ouais. Tu comprends ? Ouais. Non, mais moi je crois beaucoup au fait qu'effectivement, il faut rien, mais... C'est aussi un travail sur toi dans la vie de tous les jours pour être meilleur sur scène, quoi. C'est-à-dire que faut réussir à trouver une espèce d'état de prolongement entre... Alors après, il y a des méga performeurs qui performent, et quand ils performent, c'est autre chose que leur vie, ça c'est autre chose, et il y en a des très bons là-dedans. Mais moi, si un jour je fais quelque chose, ça sera de toute façon un prolongement de ce que j'essaye d'être dans la vie aussi, en étant avec des blagues, quoi, parce que sinon, les gens payent pour rien. Mais du coup... Ouais, c'est un travail aussi de la vie, d'essayer d'être une meilleure personne, c'est un grand mot, quoi, mais en tout cas d'être plus apaisé, plus peace, d'apporter cette sérénité. Enfin, quand t'arrives sur scène et que t'es serein, par exemple, ça aide vachement à ce que les publics soient sereins. Ça, c'est être MC au Sarfati qui m'a beaucoup appris ça, pour le coup, parce que ça fait beaucoup, ça. Ça fait 3 ans, enfin, dès que ça a ouvert. Ouais. Ça, j'ai eu beaucoup de chance, beaucoup de chance. C'est là où tu te dis, en fait... les mecs dans les interviews qui disent la scène qui a tout changé ou je sais pas quoi, moi je sais pas si c'est la scène, mais j'ai fait une première partie de Panayotis Pasco à l'atelier fin 2019 et il y avait Farid dans la salle et le Sarfati allait ouvrir 2 semaines plus tard et il m'a vu et j'allais sûrement être quelqu'un qui allait avoir un spot par semaine, je faisais ça depuis 4-5 ans. Il m'a dit est-ce que tu veux être MC dans le club ? Et c'est génial. Et personne voulait trop de ce job et moi en fait je dis allez vas-y go, et en fait je me suis retrouvé à être tous les soirs là-bas. Et au début ça devait être difficile parce que vu ta nature, ouais. C'était horrible. C'était horrible. J'arrive à faire le job, je crois, mais c'était pas du tout intuitif. En tout cas, Et en fait, c'est ça que ça m'a appris, c'est que ça m'a vraiment appris à me dire qu'en fait, le plus important, c'est ce que tu diffuses au public. Et si tu es serein, en fait, les gens sont sereins et du coup vont rigoler plus facilement avec toi. Ils sentent. La comparaison que je prends, il y a un documentaire qui m'avait fait marrer qui s'appelle Grizzly Man de Herzog. Je sais pas si tu connais, c'est un mec, il a filmé, en fait, il allait 9 ans en Alaska vivre parmi les grizzlies. Et genre un malade mental, quoi. Ouais. Spoiler, le mec est décédé par un coup de patte de grizzly à un moment donné, parce qu'à un moment donné, tu peux pas rester... Enfin, à un moment donné, voilà, c'est comme ça. Mais quand tu le vois les 8 premières années parmi les grizzlies, en fait, il est tellement serein avec eux que les grizzlies l'attaquent pas parce qu'il est... C'est pas une seule seconde, il va te donner un tic de nervosité ou je sais pas quoi, et je pense qu'au premier tic de nervosité, l'ours lui a éclaté la gueule, juste il est tellement déconnecté, tellement serein avec eux que les ours sont sereins avec lui, parce que c'est pas, il les voit de loin, il vit avec eux, quoi. Ouais. Et en fait, sur scène, j'ai l'impression, c'est un peu, c'est-à-dire que le public, c'est pas une mauvaise blague qui va les faire se retourner contre toi, c'est pas, c'est juste si une seule seconde, toi, tu te crispes un peu avec rien qu'un mouvement d'épaule, un mouvement de paupière, un stress de merde, qu'est-ce que je vais dire après ou je sais pas quoi, en fait, le public va se raidir d'un coup et en fait, après, pour les récupérer, c'est très difficile, je trouve. Et du coup, si tu et ça, c'est pour ça qu'il faut faire beaucoup de scènes à mon avis, parce que c'est pas un truc que tu peux travailler, tu peux juste l'avoir à force de jouer, quoi. J'ai l'impression. Cet état de ça va bien. Je m'en fous, mais je sais tellement. Enfin, je sais faire mon métier. Et ça va bien se passer. Je maîtrise. Je sais que ça va bien se passer. Mais c'est exactement comme. Et encore, nous, il y a des petits enjeux. C'est un chirurgien qui, quand il passe dans ta chambre avant de t'opérer, te dit je sais pas trop si ça va bien se passer cette opération, mais bon, on va essayer quand même. Tu veux pas entendre ça, quoi. Tu veux que le mec soit sûr de lui à fond. Et à beaucoup plus petit niveau et beaucoup moins d'enjeux, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que le public, il a pris son temps, il sort peut-être pas souvent, il a peut-être pris une babysitter, il a peut-être fait une asgarée, il venait peut-être de s'engueuler, il venait peut-être se faire virer. Là, il est dans la salle, il veut pas... il veut quelqu'un qui le prenne en main, j'ai l'impression, en charge, quoi. Tu vois. Et tu interagis beaucoup avec le public, toi ? Ouais, grâce au MCH, quoi. Enfin, tu vois, quand je suis MC, je le fais après dans
Quand je fais un passage, moins. Après, maintenant, quand je fais des passages, s'il se passe un truc dans le public, je vais le noter, quoi. Je vais plus être comme avant à faire mon texte, quoi qu'il arrive, les épaules un peu, tu vois, genre, là, je sais plus dans quel club c'était, mais à un moment donné, le serveur avait des frites et il savait plus à qui la donner, il tournait sur scène, il tournait en rond, et il y avait quelqu'un qui levait la main un peu au fond, et je dis, bon, bah, les frites, c'est là-bas. Enfin, tu vois. Oui, tu fais pas semblant non, de. Non, sinon, après, ou alors tu te dis, bon, bah, là, c'est ma 5e scène de la soirée, je vais finir mes 3 minutes et je m'en vais, tant pis, quoi, mais du coup, c'est là où tu es juste en train de prendre ton cachet, quoi. Et j'ai le sentiment que le Sarfati, c'est le club où tu te sens le mieux. Bah, le mieux, je sais pas, c'est là où je joue le plus. C'est là où tu joues le plus. C'est là, et puis je fais aussi, c'est là où je suis MC. Je suis MC nulle part autre, entre guillemets, et ça, c'était une volonté de ma part aussi de pas confondre MC et passage, entre guillemets. Ok. Et du coup, en fait, être MC au Sarfati, c'est un gros de mon métier aujourd'hui, parce que c'est même là, je parle que économiquement, ça a l'air d'être le mec qui fait ça que par calcul, mais c'est comme ça qu'il faut voir aussi. C'est pas payé pareil qu'un passage. En plus, mais c'est que j'en ai tellement aussi que ça me fait une grosse base de moi, quoi. Et après, je prends des passages dans tous les comedy clubs, dont le Sarfati, mais avec quasiment d'égal à égal un peu partout. Mais juste être MC au Sarfati, c'est une grande partie de ma semaine, ouais. Oui, et c'est cool de faire plusieurs clubs. Moi, j'aime bien, ouais. C'est mieux de faire plusieurs. Comme ça, tu te lasses pas, non ? Bah après, je sais pas si c'est se lasser, mais c'est voir des gens différents aussi, des organisations différentes, des scènes différentes, des sons un peu différents, non, des publics même différents. Oui, c'est quand même, c'est différent. Ouais. Je suis pas trop dans l'idée de sur-analyser les publics en mode là c'est comme ça, là c'est comme ça, là c'est comme ça, parce qu'en fait, on peut être agréablement surpris par toutes les scènes et par tous les publics. Mais c'est vrai que c'est pas les mêmes façons de jouer, c'est pas même les mêmes formats de soirée, quoi, tout simplement. Ouais. Donc bon, c'est faux de faire partout, moi j'aime bien. Et est-ce que t'as le souvenir d'une dinguerie qui t'est arrivée sur scène ? Un truc qui t'a marqué, un truc... Ah, c'est le moment dinguerie room, il faut trouver une dinguerie. Oui, il faut trouver une dinguerie. Putain, merde, je me serais préparé. Et en plus que tu n'as dit, que t'as pas dit à d'autres personnes. Bah, il y en a eu, hein. Mais une dinguerie, après dinguerie, c'est un grand mot, parce que moi, c'est pas... Oui, mais pour toi, il n'y a pas d'échelle de mesure. Hein. Chacun a sa petite dinguerie. La première qui te vient, qu'importe. Un truc qui n'était pas prévu. Non, bah après, il y a des premières parties un peu folles. Qu'est-ce qui a pu se passer en première partie il y a des premières parties, après, qu'est-ce qui a pu se passer ? Attends, j'essaie de trouver un bon exemple. Hein. Oui. Un bon exemple, si j'ai un peu de temps. Bah si, après non, une dinguerie, si, un truc notable qui s'est passé au Sarfati, à l'époque, il y avait encore des vraies bougies sur les tables. Oui. Et pendant que je jouais, quelqu'un a reculé sa tête et ses cheveux ont pris feu, quoi. Ça, c'est un truc marquant, mon Dieu. Ouais. Où là, j'ai dû vraiment... et on a dû lui taper... il y avait du feu dans la tête de quelqu'un. My God. Ouais. Ça, c'était un truc un peu stressant. Ça, c'est perturbant. Ouais. Ça, c'est perturbant, mais au final, c'était marrant. Même si l'odeur du cheveu grillé est là, poulet grillé, tu peux rien faire. Ouais. Donc ça, c'était un truc marrant. Mais bon, est-ce que c'est si notable que ça Après, il y a des interactions qui se sont mal passées, hein, forcément. Ça, c'est des trucs, mais bon, c'est comme tout le monde, hein. C'est un truc juste avant de monter sur scène, ça c'est marrant entre guillemets. Si, c'est marrant. Je faisais la première partie de Verino à Aix. Ouais. Et c'était le théâtre d'Éric Antoine. Il a un théâtre là-bas, je crois. Ah ouais. Et du coup, il était là ce jour-là. Et du coup, il vient nous voir, etc. Et du coup, il veut dire... Moi, j'étais à la première partie de Verino et il veut dire quelques mots avant de m'annoncer sur scène, quoi. D'accord. Très, très sympa, très marrant, on discute un peu et tout. Et juste avant de monter sur scène, c'est lui qui du coup doit m'annoncer en tant que première partie. Il met la main sur son micro en loge, mais c'est pas une anecdote de scène, c'est juste avant de monter sur scène, quoi. Et il me dit, tu t'appelles comment pour que je t'annonce bien ? Je dis Louis Dubourg. Il me dit, c'est pas un bon nom de scène, ça, Louis Dubourg, faudra changer. Bon, allez, j'y vais. Et il est parti sur scène comme ça, et j'ai fait, what ? Et en fait, le mec a juste dit, en rigolant, je pense, ou je sais pas quoi, mais j'ai fait, wow. Et après, il a dit du bruit pour Louis, je crois qu'il a même pas dit Dubourg. Je lui dis, ok, il m'a renommé, ça y est. Mais ça peut être déstabilisant, ça peut, mais après, on rigolait avant, quoi. Donc, c'était pas en mauvaise ambiance, quoi. Mais quand il m'a dit, je crois pas que ce soit un bon nom de scène, ça, Louis Dubourg. Je fais, wow, ok, c'est beaucoup d'honnêteté par de quelqu'un que je connais pas, quoi. Et surtout, avant de monter sur scène, c'était marrant. Mais bon, en vrai, c'était en bonne ambiance. Donc, mais ça m'a marqué ce moment-là. Ça, c'est un moment qui m'a marqué. J'aimerais bien trouver mieux, mais... Et un moment de grâce, est-ce que tu te rappelles d'un moment où t'as surkiffé ? Il y en a. Tu sais, où tout était parfait. Ouais. Mais c'est pas il y en a, quoi. Il y a des soirs où tu sens que ça passe, quoi, et que c'est bien. Ouais, la première partie de Panayotis à l'atelier, c'était un bon moment.
c'est avec des vieilles blagues, etc. Mais il y avait mes parents dans la salle. En plus, c'était marrant, ils viennent pas souvent, mais là, ils étaient là. Mes parents étaient dans la salle. Okay. C'est la scène qui fait que Farid m'a vu que j'ai été après au Sarfati. Et c'est rare en première partie d'être, tu vois... Ça, moi, j'arrive un peu... Enfin, j'en ai fait beaucoup des premières parties. De tout le monde, un peu. Genre, tu vois, de tous les potes qui ont pu m'inviter. Il me semble t'avoir vu en première partie Jason. Hein. Jason, ça a pu m'arriver. Douy, enfin, tous les potes qui m'invitent, quoi, Pierre, machin. Mais bon, en tout cas, cette première partie à l'atelier, ça a été un moment où je me sentais vraiment cool sur scène, ça marchait bien et à la fin il y a eu ça c'était. Mais après oui il y a des moments juste je sais pas s'il y en a eu un particulièrement, mais il y a des moments où tu sens que le public est avec toi dès le départ, que tu as la bonne phrase au bon moment pour rigoler un peu et en fait tout roule, quoi. Le public, en fait, quand ils sont... Il y a vraiment 3 modes, hein. C'est soit ils t'aiment pas, soit ils veulent que tu... Vas-y, soit marrant, et si tu l'es, je vais rire. Et je suis à fond avec toi, en fait. C'est bon, je t'ai adopté, dis un truc et je vais rigoler, quoi. Et quand t'as ça, c'est marrant. Mais ça, c'est... Enfin, j'ai même pas envie de faire de stats, sinon ça va me déprimer, quoi. Parce il y en a très peu. Non, c'est peu, ce moment-là. T'inquiète pas que moi aussi, j'en ai très peu. Hein. Il y en a peu. Très, très peu. Et qu'est-ce que tu ressens physiquement à ce moment-là? Non, mais je sais pas. Non, c'est marrant comme question. Parce qu'en fait, sur le moment, je me pose pas la question, quoi. Enfin, tu vois, sur le moment, je joue juste. Enfin, je sens qu'il y a peut-être un truc de tout passe, mais juste moi, je fais un passage, quoi. Donc, je suis pas en mode putain, yes, aujourd'hui, là, ça passe mieux. Enfin, tu vois, j'ai pas de deuxième discours dans ma tête qui. Oui. Après, quand je sors. Quand tu sors, il y a un truc. Moi, je sais que je suis un peu rose, là. Ouais. Quand je sors, t'es un peu chaud, Et j'ai les yeux un peu. Du coup, je fuis. Moi, je fuis dans ces cas-là, quoi. Je veux pas m'arrêter devant des collègues ou je sais pas quoi. Tu vois, t'es en. Je sais pas, c'est un peu. Il y a toujours le truc quand tu fais un bon passage et après, du coup, tu t'arrêtes un peu d'un collègue, tu cherches un peu son regard pour que non, moi, je fuis, je fuis ou alors je descends et je vais voir Paul qui me dit que c'était de la merde et comme ça me fait redescendre, quoi. Tu vois, genre, ça arrive aussi. Pourquoi j'aime Paul? Je sens, et pourtant, je le connais pas. Il le dit gentiment, enfin, il dit pas ça pour me détruire. Enfin, je sais qu'il est rigolo, tu vois. Il est très, très. J'ai le sentiment très terre à terre, tu vois. Ouais, on peut dire ça comme ça. Moi, je voulais savoir d'où tu viens d'où, en fait. T'es né où? Dans le centre de la France, à Meillan, un village dans le centre de la France. En gros, à 10 km de chez moi, il y a un village qui s'appelle Bruyères-et-Ichamps où il y a un monument qui dit « Ici, vous êtes au centre de la France ». Donc, en gros, au centre de la France. Le point plein milieu. Et du coup, j'ai grandi dans ce village de 700 habitants, pendant 18 ans, quoi. 18 ans dans ce village, et j'avais... mes 4 grands-parents, tous mes oncles et tantes et toute ma famille à 20 km à la ronde. C'est génial. Et du coup, j'ai grandi un peu... Moi, la ville où j'ai fait mon collège et mon lycée, c'était une ville de 12 000 habitants, quoi. Mais non. Ouais. Et la ville où on allait acheter des affaires, c'était à 30 minutes de voiture et on allait à H&M une fois tous les 3 mois. C'est la sortie pour... Et c'est marrant. Et donc, c'est là... au centre de la France que tu commences à faire tes petites recherches sur le stand-up? Non, moi j'ai commencé... bien après, 2013, j'ai 33 ans, moi. Ah oui, pardon, ton visage est très jeune aussi. Ouais. Tu fais très jeune. Ouais, mais je commence à passer du côté où je deviens vieux, putain. Mais en tout cas, tu fais encore jeune. Hein. Tant mieux, c'est bien, c'est que l'enveloppe se tient, quoi. Et en fait, quand tes parents viennent te voir à l'atelier, ils viennent du centre. Ouais. C'est cool. Ouais, ils viennent du centre, ils ont quelques copains à Paris, ils sont contents. Je leur ai dit qu'ils avaient le droit de venir me voir 2-3 fois par an. Ouais. Parce que sinon ils viendraient trop souvent, quoi. Et c'est pas le but. Et du coup, parfois, je leur dis, allez, venez là. Et ils sont contents, quoi. Ils viennent et ils sont trop contents. Et là, il y a toute ma famille qui est venue récemment, tous mes oncles et tantes et tout, qui m'avaient pas vu depuis très longtemps. Mm-hmm. Ça, tu vois, on parlait de dinguerie sur scène. Je sais pas si j'aurais pu parler de ça. C'est une fois où je suis allé, du coup, à Bourges. Donc, la ville à 30 minutes en voiture de chez moi où on allait faire les courses, quoi. Et en fait, du coup, j'avais un an de stand-up peut-être à peine. Et comme c'était un peu bizarre pour ma famille que je fasse ça, parce que c'était pas du tout prévu, toute ma famille est venue, quoi. Mes grands-parents, il y avait ma cousine, il y avait, enfin bref. Et en fait, on est allé dans un bar où la moitié des gens n'étaient pas là pour ça. Où nous, on n'était même pas sur une scène, on avait un micro, mais au milieu du bar, quoi, plus ou moins. Et en fait, j'ai dû faire 6 minutes 30 devant ma famille qui a dû se dire à ce moment-là, mais en fait, qu'est-ce qu'il fait de sa vie? Enfin, c'est qu'il parle devant des gens qui vont pas envie de l'écouter en parlant. Plus je parlais de mon grand-père qui était dans la salle. Bon, lui, ça l'a fait marrer, il était marrant, hein, mais bon, bref. Et du coup, toute ma famille m'a vu dans ces conditions-là au début, quoi. Et après, ils m'ont pas vu pendant 5-6 ans. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'il fait, machin. Bon, après, mais en tout cas, ouais. Et là, après, il y a eu l'atelier. Même là, plus personne venait me voir. Enfin, personne, tu sais, ils sont dans le centre, quoi. Et en fait, ils sont venus tous récemment un peu au Sarfati me voir dans des
moment. Et là, en fait, en sortant, c'était marrant parce qu'à la fois, j'ai vu qu'ils étaient contents pour moi parce qu'ils avaient passé une bonne soirée. Mais en même temps, c'était marrant parce qu'ils me regardaient vraiment en mode, ah, ok, en fait, ok, cool, ça va. Ça va. Parce qu'ils restaient sur l'image de... Ah, mais en fait, là, t'es dans un endroit où on rigole, où t'as l'air d'avoir... C'est organisé, il y a des bougies. Il y a des bougies, il y a une scène. Il y a une scène. Les bougies ne sont plus des vraies bougies à cause de l'incident, mais il y a des bougies, des fausses bougies. Il y a une scène, c'est pro. Ça, c'est cool, ça les rassure. Oui, un peu, et peut-être. Toi, quand t'es sur scène et qu'il y a toute ta famille, est-ce que... Je déteste. Ah, putain. Mais même n'importe qui que je connais. Là, j'ai un pote, je l'ai félicité récemment parce qu'il est venu au Sarfati, mais... T'as pas dit ? Il m'a dit après, j'ai pris ce créneau-là. Et il se trouve que j'y étais. Donc, tant mieux, mais il a pas fait le truc de tu joues quand au Sarfati pour que je prenne ma date. Parce que, après, c'est pas grave, parce que ça vient d'une bonne intention et c'est trop gentil de leur part. J'ai pas envie de leur en vouloir. Mais tu détestes. Parce que, en fait, j'ai envie d'être anonyme sur scène. Enfin, tu vois, j'ai pas envie de connaître quelqu'un dans la salle, quoi. Après, c'est peut-être un problème. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je me détache complètement de ça, mais c'est pas la même chose, quoi. Non, Ça revient souvent, quand même, chez les stand-uppers. Il y a quelqu'un de notre famille et tout. C'est pas le truc le plus agréable. T'as pas envie de bider devant ta famille. Bider, et puis t'as des sujets que enfin, tu vois, que tu dis, tu vois, c'est... Tu vois, à l'atelier, j'avais une blague, je voulais absolument faire parce qu'elle marchait bien sur moi, et sur le fait que je mettais pas de fessée au lit, quoi. Il y avait mes parents dans la salle, quand tu le dis, bon, t'y vas, tant pis, mais il y a jamais ton cerveau oublie qu'ils sont dans la salle dans ces moments-là, quoi. Non. Forcément que... Oui. Et faut pas trop y penser, quoi. Parce que, effectivement... ça te met dans un... Ouais, tu peux être un peu inconfortable, hein. Je pense que c'est ça, même, d'être inconfortable quand tu dis ça devant tes parents. Mais bon, bref. Ouais. Donc, non, après, jouer devant des gens que je connais pas, c'est mieux, ouais. Après, voilà, c'est comme ça, hein. C'est quand il y a des gens, il y a des gens. Il faut aussi accepter. Et tu te vois faire du stand-up toute ta vie ? J'aimerais bien. Mais après, j'aimerais bien, mais je sais pas. En fait, oui, j'aimerais bien parce que, en fait, maintenant, ça fait 7 ans, c'est un skill que j'ai. A priori, si continuer à avoir des comedy clubs et tout, c'est un métier que je sais à peu près faire maintenant, quoi. Donc, ça serait dommage de le jeter à la poubelle. Après, on verra bien, quoi. Je sais pas s'il y aura encore des comedy clubs dans 10 ans. Je sais pas si j'aurai mon spectacle. Je sais pas si il faudra pas absolument avoir 15 000 vidéos TikTok de toi par jour pour pouvoir être connu. Non, mais tu sais pas où ça va. Je t'en prie, j'espère que non. On sait pas trop. J'ai l'impression que là, ça descend. Ça, je me rends pas compte, j'en ai pas, moi. Ouais. Je pense que ça descend. Tout ce qui est influenceur et tout, il y a un truc qui est... Ah ouais? Attends, je le vois dans la fashion. J'aime bien la fashion. Okay. Et il y avait un événement qui s'appelait le Met où il y a beaucoup d'influenceurs, des Kim Kardashian, tu connais Kim Kardashian, elle est plus invitée maintenant. Mais non. Ouais, c'est que les vrais de la fashion. Donc il y a un truc ouais, mais Kim Kardashian, c'est pas une vraie de la fashion. Moi, je trouve ça un peu dur pour Kim quand même. C'est un peu dur pour elle, c'est très dur, mais elle fait le tri. Ça y est. Putain, elle a donné pourtant. Elle a donné. Mais non, c'est vraiment les designers, les trucs, C'est-à-dire que les très très gros comptes, les très grosses stars deviennent has-been. En tout cas, il y a eu un signal avec ça. Ah ouais, un gros signal. Le dire non à Kim, c'est un gros signal. Ouais. Et elle a mis sur Instagram, grosse erreur. Elle a dit, bien sûr, grosse erreur. Attention, faut pas s'attaquer à une Kardashian. J'ai l'impression, je la connais pas si bien. Ouais, c'est fou, mais bon, j'ai le sentiment qu'il y a un truc. Okay. Enfin, moi, ça m'effraie un peu tout ça aussi. Je joue un peu le jeu, mais j'aimerais pas qu'on soit tributaire de ça. Je trouve que le stand-up, si on a envie de jouer, j'adore le bouche à oreille, j'adore, tu vois, quand un bon spectacle est un bon spectacle, que ce soit pas parce que t'as tant de followers que... Mais après, si tes followers sont... Enfin, si ce que tu fais est cohérent, si ça marche et que ça amène les bonnes personnes dans ta salle, tout en mieux, en vrai, hein, ça c'est pas le... Mais c'est vrai que les gens associent souvent, par exemple, dans ma famille, ça arrive souvent qu'ils me disent, mais du coup, comme tu fais de la scène, pourquoi tu fais pas de vidéo ? C'est pas comme s'ils me posent la question 2000 fois par jour, mais je veux dire, c'est arrivé. Ouais. Et c'est vrai que c'est marrant qu'ils fassent la corrélation entre faire de la scène et faire des vidéos, et comme si ça allait ensemble, là où en fait... faire des blagues sur scène, c'est l'anti-vidéo quasiment, quoi. C'est un moment unique qui n'arrivera plus et où t'es juste face aux gens, et ces gens-là le prennent comme ils le prennent, et après c'est fini. Là où la vidéo, il y a... tu vois, genre tu peux. C'est pour ça que j'ai un peu de mal avec l'idée de contenu et d'être dans du contenu. C'est qu'après, tu prends un extrait et tu mets une musique inspirante dessus et tu mets des sous-titres et tu deviens un short YouTube. Et toi, tu voulais faire marrer quelqu'un et tu deviens inspirant ou le contraire. Enfin, tu vois, c'est. Tu peux tout faire avec du contenu, quoi. Le monde du replay a beaucoup changé, quoi. Tu peux tout reprendre. Moi, ça, c'est un truc que. C'est pour moi. Que tu peux plus maîtriser. En tout cas, c'est très différent de la scène, quoi. La scène, c'est fini après, quoi. J'ai fait une expérience que je recommande pas. C'était avant la sortie de la nouvelle Star Academy où je vais faire le chemin en entier et c'est pour dire pas grand chose, mais en gros, j'ai re-regardé tous les primes des Star Academy 1 et 2 il y a quelques mois. Pourquoi ? Alors, à la base, je cherchais des vidéos de duo de Johnny parce que je trouve que Johnny, à chaque fois qu'il est sur scène, il bouffe la personne avec qui il est. Ouais.
Et je trouve ça incroyable. Johnny Hallyday. Ouais. Il y a une vidéo notamment qui me fait que j'adore, où il est avec Christophe Maé, Obispo et Bruel, je crois, et les trois chantent le plus fort possible et t'entends que Johnny, quoi. Enfin, bref. Et du coup, je me souvenais qu'il avait fait beaucoup Star Academy, donc j'ai tapé Star Academy de Johnny. Et du coup, j'ai vu des moments de ça. Et après, j'ai vu que tous les primes étaient en entier sur YouTube. Ok. Tous. Et moi, les Star Academy 1 et 2, j'ai été un peu obsédé par le truc à l'époque. Et du coup, quand j'ai relancé le 1 pour voir, en fait, je me suis retrouvé happé. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Et j'ai tout revu compulsivement. Alors, c'était des moments de soir. J'ai pas fait ça en prime time à 20h en mode, allez, on regarde la Star Academy, quoi. Mais je veux dire, j'ai fini par tout regarder. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est pour ça que j'en parle. C'est que c'était donc en 2001-2002, je crois, à peu près. Et du coup, il y avait pas de réseaux sociaux. Il y avait pas, et du coup, en fait, c'est pas une question de réseaux sociaux. Il y avait pas l'ère du replay. C'est-à-dire qu'en fait, ils avaient pas honte d'avoir l'air con. Parce que s'ils avaient l'air con, c'était en ce moment à la télé, et le lendemain, il n'y aurait pas des dizaines de milliers d'images d'eux en boucle qui retombent. Enfin, il y a quand même Nikos qui a sauté dans le public et personne ne l'a rattrapé quand il y avait Nadia ou je sais pas quoi. Enfin, c'était incroyable. Cette vidéo-là n'est nulle part quasiment. Parce que c'était en 2003. Elle serait arrivée en 2020, Nikos, ça deviendrait son avatar Instagram, et ça serait... Enfin, je veux dire, et tu sens dans l'énergie, alors c'était pas pro du tout, ça chantait très mal. Si les gens de la Star Academy qui t'écoutent, je veux pas les vexer, mais c'est pas The Voice d'aujourd'hui, quoi. Tu sens qu'il y a eu un step de fait en termes d'entertainment. Mais par contre, tu voyais des gens complètement libres de j'ai pas peur de bad buzzer, j'ai pas peur d'avoir un replay sur moi, je vais juste chanter. Enfin, Jean-Pascal aujourd'hui, c'est un phénomène mondial, quoi. Tu peux pas remettre Jean-Pascal qui chante avec Patrick Fiori en 2023, quoi, parce qu'il avait aucune note juste en prime sur TF1 devant 18 millions de personnes. L'agitateur. Je suis un agitateur. D'accord. L'agitateur, Jean-Pascal, que moi j'adorais quand j'étais jeune, mais qui n'avait aucune note juste, quoi. Ouais. Et je le clash pas. T'as raison. Et en fait, juste, il y avait cette non-peur du replay, et cette non-peur de « Ah putain, peut-être qu'on va extraire ça ». Tu vois, genre, tu peux tout. Aujourd'hui, moi, quand tu regardes les shorts YouTube, c'est le dernier truc que j'ai parce que j'ai YouTube, tu regardes des shorts où c'est des passages de stand-up où les gens ont cuté les rires. Du coup, il n'y a plus que les voix et il y a une musique inspirante. Et en fait, là où c'était une blague de Louis C.K. ou de je sais pas quoi, ça devient un message inspirant sur un short YouTube, quoi. C'est des tendances, quoi. Ça existe. Et du coup, je savais pas ça. C'est même pas si grave en soi, quoi. Ouais. C'est juste que moi, ça m'oppresse un peu. Mais ça, c'est moi, encore une fois. Hein. C'est pas, j'ai pas envie d'avoir l'air de dire c'était mieux avant que ce soit, pas du tout. Hein. Non, mais ouais. Mais du coup, la non-peur du replay, c'est un truc que j'ai vraiment... Quand j'ai regardé les 2 premières sessions de la Star Academy, j'ai vu 2 choses. La non-peur du replay qui était ouf, et à quel point MeToo avait fait beaucoup de bien, en tout cas tous les mouvements, etc. Parce qu'à l'époque, c'était n'importe quoi. Ouais. Les réflexions, les trucs... Mais c'était... Kamel Wally, j'espère qu'elles seront pas trop habillées, vos danseuses aujourd'hui. C'est Serge Lama qui te fait un énorme câlin, un petit peu main dans le bas du dos, à la petite chanteuse de la Starac. C'est des mains sur la... Enfin, c'est des trucs où tu dis... Mais non, mais là, je vous jure que si tu regardes ça, t'as des moments de torpeur de ah mon Dieu, mais en fait il y a eu beaucoup d'évolutions très positives de ce point de vue-là, quoi. Ouais. Parce qu'à l'époque c'était la kermesse, quoi. Genre tu pouvais faire à peu près ce que tu voulais, quoi. C'est face caméra, on se retrouve à jouer après la pub et vous inquiétez pas, ils auront des petites tenues sympas, quoi. Enfin, je te jure que ça pouvait être ça, les phrases. Ça m'étonne pas. Incroyable. Bref, je ne vous conseille pas de regarder les Star Academy 1 et 2. En vrai, c'est fait pour quelqu'un qui a beaucoup de temps. Mais t'as raison sur ce côté réseaux sociaux. Les replays, mais tu en as déjà eu, toi ? Ouais, avant, j'en avais. J'ai arrêté quelques mois avant le confinement, je sais plus. Enfin, j'ai dû arrêter. C'est quelque chose qui t'a tout de suite, en fait, je me rends compte que j'en avais pas besoin, quoi. En fait, on m'invitait dans les soirs où j'allais, que c'était juste du following pour du following. Avant, j'avais mon podcast, donc j'annonçais les nouveaux épisodes dessus, etc. Pourquoi t'as arrêté le podcast ? J'avais fait 75 épisodes. Ah oui, d'accord. Et puis solo. Tu vois, moi, là, c'était vraiment, j'avais acheté des matériels, je faisais le montage moi-même, je faisais tout, enfin 100% tout. Et en fait, à un moment donné, j'avais la sensation d'avoir fait le tour. Et aussi, peut-être, et c'est une des raisons pour lesquelles je fais pas grand-chose, c'est peut-être un peu la sensation de m'écouter parler, quoi. En fait, tu vois, genre, j'ai pas envie, là, tu vois, même là, aujourd'hui, j'ai pas envie d'avoir l'air de te donner des conseils ou je sais pas quoi. Enfin, chacun fait comme il peut et comme il veut, quoi. Oui, on discute, et en fait, on fait comme on peut. C'est ça. Ouais. Mais si tu veux, quand tu commences à t'écouter un peu parler, ça commence à... Mais en fait, il y avait beaucoup de choses dans l'équation, parce qu'il y avait aussi le fait que ça commençait à être beaucoup écouté quand même, et que j'étais arrivé à un stade... Ça s'appelait le café au Losset. Ça veut dire quoi ? Le Losset, c'est là où j'habitais, et on buvait un café là-bas. Ah, d'accord. Et en fait, après, j'ai déménagé, j'ai gardé le nom parce que c'est resté le Losset, mais c'était un grand loft où j'étais avec 5 potes à Gallieni, et j'ai fait les 30 ou 40 premiers épisodes là-bas. Ah, cool. Et où du coup, c'était marrant parce que moi, j'avais 1 an et demi stand-up et tout le monde est passé, Farid, Blanche, machin, enfin, tu sais, les gens venaient, Yacine, machin, enfin, c'était marrant, quoi, de voir ces gens-là passer chez moi. Mais je trouve ça génial que t'aies fait ça parce qu'il y a quand même une trace, je sais pas comment te dire. Je l'ai pas continué aussi parce qu'il y avait ce risque, effectivement, que ça devienne très écouté et que moi, en fait, je me sentais pour le coup vraiment pas du tout marrant. Et en fait, il y a vraiment pour moi un très très grand risque à être pas du tout marrant et entre guillemets connu, quoi. C'est-à-dire que si à un moment donné les gens veulent voir
où joue le mec qui fait un café au Losset et qui voit un mec qui fait depuis 2 ans et demi et qui a la même blague qui fait ça depuis 6 mois et que ça marche bof, bah c'est pas, enfin tu vois, j'avais pas envie d'être attendu sur scène entre guillemets. Quand je dis pas que le podcast aurait fait que j'ai été attendu sur scène, mais en tout cas ça aurait pu m'amener entre guillemets une notoriété, encore une fois aussi entre guillemets, qui était pas du tout en adéquation avec mon niveau sur scène, quoi. Donc à un moment donné, c'est incroyable. Ça c'était un peu un problème aussi. Bah c'est un problème, tu vois. Après tu déçois les gens, quoi. Ils viennent te voir et puis ah ouais, j'aime bien ces podcasts, pas mais il est pas marrant, quoi. Non, mais pas forcément. Pas forcément. Je sais pas. Oh, t'es dur avec toi. Non, je suis pas dur. Non, attends. Là, je peux avoir l'air dur parfois, mais quand je dis qu'au bout de 2 ans et demi stand-up, j'étais nul, je suis pas dur avec moi-même. Hein. Ah ouais? Bah non, j'étais nul. Bon, après, je connais très peu de gens qui étaient forts au bout de 2 ans et demi stand-up. C'est pas vrai, contre moi, ça. Hein. On sait qu'il y a eu des imperfections, mais il y a quelque chose qui est non, mais qui est ça, là. après, tant mieux. Mais tu vois, genre, encore une fois, c'est la différence entre savoir que tu tiens un truc et tu continues parce que t'es pas fou non plus, tu vois que ça peut aller quelque part, et venez me voir parce que j'ai un truc à côté. Enfin, je trouve... Et là, au bout de 10 ans? Ça fait 7. Voilà. Quand il est dur. Non, ça fait 7. Je suis pas dur, ça fait 7. Ça fait 7. Donc, qu'est-ce que t'en penses, là, de toi, au bout de 7 ans? Non, propre. Non, honnêtement, il y a des trucs, je me suis débarrassé de certains trucs, j'avais un peu plus la tête, je suis plus à l'aise sur scène, j'ai moins l'air d'être tendu 2000 quand je suis sur scène, ça compte, il y a 2-3 blagues que j'aime bien, tu vois, quand je les fais, je suis content de les faire. Non, en gros, mais tu sais, après, ça allait peut-être avoir l'air cliché de dire ça, mais il y a le syndrome de l'imposteur, quoi. C'est-à-dire que quand tu t'en débarrasses, ça fait beaucoup de choses. Et en fait, je m'en suis pas débarrassé sur 1 heure, je le fais pas d'heure peut-être pour ça aussi, mais là, maintenant, effectivement, si quelqu'un paye 20 balles aujourd'hui pour voir du stand-up à Paris et que je fais 10-15 minutes dans cette soirée-là, je t'arnaque pas. C'est pas pour ça que je vais t'éclater, c'est pas pour ça que je suis bon, mais je sais faire ce métier et du coup, ça te permet de travailler différemment ensuite, quoi. C'est pas une question de légitimité, c'est une question juste de toi sentir que ce que tu fais, bon, ça va, quoi. Si vous pouvez venir, ça va. Donc ça a beaucoup changé chez moi, ce mini tournant de me dire, ah ok, en fait, bon, je sais être sur scène, quoi, maintenant. Après, c'est pas pour ça que je suis marrant et que... Et qui te fait rire, toi? Qu'est-ce qui te fait rire? Sur scène? Oui, par exemple, sur scène ou... Bah, sur scène, après, des potes qui testent des trucs, ça me fait marre. Bah, moi, Paul de Chavannes, je suis fan de Paul de Chavannes. Moi, c'est la seule personne dont je regarde tous les passages à chaque fois que je peux en regarder un, quoi. Mais c'est ces passages ou c'est justement comme tu l'as amorcé? S'il peut se passer un truc, quoi. C'est ça qui m'intéresse. S'il se passe un truc pas prévu. Pas prévu, même prévu. C'est même lui qui l'aurait écrit. En fait, et après, parce que je dis Paul, je pourrais en citer plein d'autres, des potes qui testent. Après, c'est juste qu'en étant MC, je connais tellement les passages de tout le monde que je peux quasiment les faire en karaoké, quoi, les passages des gens, quoi. C'est ce qui est un peu problématique aussi parfois pour ta santé mentale, parce qu'avoir trop de passages d'autres gens en tête, c'est compliqué aussi parfois. Donc maintenant, je descends un peu quand je suis MC pour pas tout écouter, mais en fait, quand des potes testent des nouveaux trucs, c'est ultra excitant. T'as envie de voir s'ils ont une nouvelle idée, un nouveau truc, un truc que t'as pas écouté. On est un peu chiant, nous, parce qu'on a vu tellement de blagues et puis on a regardé tellement de spectacles. Tu vois, moi, c'est quasiment des gammes de regarder. Enfin, tu vois, de réécouter. Là, j'ai réécouté tout John Mulaney il y a pas longtemps. Qui John Mulaney, qui est ah ouais, il vient de sortir son nouveau spécial aujourd'hui, là. Donc, alors, John Mulaney. Et c'est un Anglais? C'est un Américain. Ah, ok. Qui est vraiment qui est très très fort, quoi, selon moi, et qui est un grand remplisseur, hein. C'est pas un mec obscur, je suis pas en train de citer quelqu'un, c'est un gros nom, quoi. Et pourquoi je disais ça? Parce que, pour moi, c'est faire des gammes de regarder ces gens-là. Donc, en fait, qu'est-ce qui me fait rire? C'est un album audio de Todd Barry me fera toujours rire, un spectacle de John Mulaney me fait rire, un spectacle de Louis C.K. me fait rire, un spectacle de Patrice O'Neal me fait rire. Après, Et des barres de rire où tu te plies en deux. Est-ce que c'est dans la vie avec des potes? Ouais, ça arrive, ouais, ça arrive. Après, ça dépend des périodes aussi. Moi, tu sais, t'as eu la période, t'as 23-24 ans, tu découvres tous les films de Seth Rogen et de Judd Apatow et du coup, et de Will Ferrell, et tu te fais ces films-là entre potes et tu rigoles comme des cons parce que c'est très très marrant. Et puis après, ça évolue, quoi. Qu'est-ce qui me fait beaucoup rire? On va beaucoup voir des stand-uppers avec Paul et Nathan aussi en vrai, quoi, des Américains quand ils font des tournées européennes. Donc tu voyages, vous allez aux États-Unis, ouais? Non. Quand ils font des tournées européennes. Ok, d'accord, ok. Mais du coup, c'est eux, quand je suis dans la salle, avoir vu Rory Scovel, qui est pareil, un de mes stand-uppers préférés du moment, sur scène devant 150 personnes à Amsterdam, ça reste un de mes plus gros souvenirs en live de stand-up, quoi. Et tu arrives bien à capter les vannes en anglais, à force d'en avoir vu? À force d'avoir vu plutôt très bien. Et en fait, Paul et Nathan sont 100% bilingue, et du coup je me mets à côté de l'un d'eux, et au cas où et puis même trop gentil de leur part intuitivement, dès qu'il y a un mec qui lance un mot et qu'on sent que ça va être un running sur 5 minutes et que c'est pas intuitif de connaître ce mot, il va me le glisser vite fait, enfin tu vois, pour que je reste dans le truc, quoi. Je suis celui qui parle le moins bien des trois largement. Et puis après il y a aussi les flows, par exemple Norm Macdonald, je comprends tout ce qu'il dit alors qu'il est incompréhensible, mais c'est sa musique. Je l'ai tellement écouté en fait, tellement que, et encore là j'ai écouté un podcast de lui hier parce que c'est un peu compulsif chez moi.
et tu redécouvres des mots que t'avais pas compris au début et qui changent un truc un peu à la phrase. Enfin, mais après là, c'est du détail, hein, c'est juste de l'obsession, quoi. Mais ça me fait rire, ouais. T'es allé aux États-Unis, Comedy Cellar et tout, ou pas? Une fois au Cellar, mais en 2014 ou 13. Enfin, j'avais pas commencé le stand-up, quoi. C'est quand j'aimais ça, mais que j'en faisais pas. Où j'avais fait un road trip avec une pote aux États-Unis. C'est le seul voyage que j'ai fait plus ou moins, quoi. Mais c'était vraiment un voyage que je voulais faire. Et tu t'es dit, bah tiens, passons. On est allé au Cellar, voir un spectacle ou juste devant. Non, on est allé voir un spectacle. Ouais. C'était Amy Schumer qui faisait un spot guest spot, quoi, ce jour-là. Donc j'ai vu Amy Schumer. Bah c'est cool. Après le lendemain, il y avait Siké. Donc j'aurais préféré voir Siké. Mais c'était sympa. Franchement, c'était super de voir la salle. Chouette. C'était super d'y être, ouais. Et tu as déjà fait 5 minutes en anglais? J'ai fait 3 fois 5 minutes en anglais. À Paris? À Paris. Et 2 fois horrible, 1 fois sympa. Mais dans les 3 fois, en fait, je me suis rendu compte que quand c'est pas ta langue maternelle, en fait, c'est foutu, quoi. C'est dur, hein? Bah, c'est dur parce que tu peux pas. Tu traduis, tu penses. Tu traduis et, tu vis pas le truc, moi, comme je parle pas bien anglais en plus, s'il y a un mot qui me sort et comme je suis sur scène, t'as ce phénomène de lapin dans les phares. Du coup, tu commences à traduire littéralement ce que tu as dit en français, mais du coup, ça n'a plus aucun sens en anglais. Du coup, tu te perds dans ce que tu veux dire et c'est. Mais t'as fait 3 minutes quand même, hein. Et une fois, il y avait des gens que je connaissais dans la salle alors que je m'y attendais pas du tout. Ils avaient des potes expats qui étaient là, ils voulaient faire un plan. Et j'étais là, je fais oh merde. Oh non. Ouais, ça c'était dur. Ajoute ça. Oh, ça c'était dur. Oh. Ça c'était dur. Non, ça c'était dur. Mais bon, écoute, non, 3-4 fois et je le referai plus. Oui. Non. Tu dis, bon, c'est bien d'avoir c'est un rêve, hein. Genre Adrien aimerait faire ça, je sais, pas jouer en anglais plus. Mais enfin, il joue déjà en anglais. Mais il maîtrise bien, lui, hein. Il parle super bien. Son anglais. Hein. Il parle super bien. Oh, c'est chouette. Non, ça. C'est... Et est-ce que tu aimes les cadeaux, les surprises? Ça dépend. Ça dépend. Mais non, ça me dérange pas. Non, pourquoi? Okay. Parce qu'il y en a une là. Allez, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est emballé et tout, hein. Putain, les gens, il n'y a pas la vidéo, les gens peuvent pas voir. Non, mais tu le décris. Alors, c'est un paquet cadeau blanc avec des petits points dorés. C'est un cadre, à mon avis. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté du cadre? Une photo de Paul de Chavannes nu. Incroyable. Ah, ça c'est beau, ça. Hein. Elle est jolie comme photo. Elle est super. Putain, il est en fin de vie, là. Ouais, et je trouve, tu vois, c'est Richard Pryor, c'est une photo de Richard Pryor sur scène. Vintage. Qui tient son micro à 2 doigts et qui, effectivement, doit avoir 45 piges, mais en fait 80, quoi. Ouais, il est au Comedy Store. Wow. Et en fait, je trouve que cette photo smell le stand-up. Elle pue le stand-up. Ouais, bah là, c'est à l'ancienne. Hein. Tu vois? Ah ouais, bah là, c'est mais là, c'est encore une autre. Enfin, c'est vraiment l'époque où les mecs s'asseyaient et parlaient, quoi. Bah, Chappelle l'a un peu fait là, récemment dans son spectacle, dans Bird Revelation. Ah, le mec, il a une clope et tout. Tu vois ou pas? C'est dingue, tous les détails. Les détails sont fous. C'est bien, c'est dirty, quoi. Alors, c'est pas pour faire une réflexion sur le cadeau, hein, mais ça aurait été très très marrant, et c'est pas parce que le cadeau est génial, hein, mais ça aurait été très très marrant que tu m'aies photoshopé un peu sale dans le fond de la salle, quoi. Que ça fasse un peu en mode. Qui? Que Photoshopé qui? Moi, ou quelqu'un, tu sais, quelqu'un d'actuel, quoi. Ouais. Dans le fond de la salle, putain. Ah ouais, non, c'est une belle photo, ça. Et qu'est-ce que tu penses donc des stand-uppers? Je m'inclus dedans. Merci déjà. Bah, avec plaisir. Super qui ont passé la quarantaine et qui continuent à aller dans les clubs. Bah, c'est trop bien. Est-ce que ça te va, ça? Alors, déjà, que ça maille ou que ça maille pas, ça change pas grand-chose, hein, en soi. Non, mais toi qui es jeune et tout, est-ce que... Bah, déjà jeune, non, on s'est rendu compte que pas tant. Pas tant. Je vais avoir 34 ans bientôt, en plus. Hein, je sais pas, tout juste 33. Hein. Donc, non, je suis bientôt aussi dans cette catégorie. Mais en tout cas, non, moi, j'adore. Je trouvais qu'en France, c'était un des problèmes de la France, c'est qu'on est une discipline... C'est très jeune, c'est une discipline très jeune. Ouais. Ça n'existait pas avant, il y a longtemps. Enfin, pendant longtemps, ça n'a pas existé. Il y a eu Jamel Comedy Club, vous avez un peu ouvert le truc. Et puis après, le fait qu'il y ait plein de comedy clubs... Aujourd'hui, c'est pas que ça fait que c'est l'année zéro du stand-up il y a 3 ans quand les clubs ont ouvert, mais il y a une forme aussi d'année zéro où maintenant, c'est devenu intuitif d'aller dans des clubs tester ou des trucs comme ça, donc c'est vraiment encore différent. Là où l'époque, Jamel Comedy Club, c'était une super salle, mais c'était plus un plateau télé qu'une salle de stand-up, quoi. C'est en tout cas un truc hybride entre un plateau de télé et une salle de stand-up. Le fait qu'il y ait des salles joue, et du coup, un truc qui manque vachement, je trouve, c'est effectivement une amplitude d'âge, qu'on a de plus en plus d'amplitude dans tout dans ce qui est proposé, dans les styles, dans les types de gens, dans la sociologie des gens qui sont là, etc. Il y a plein de choses qui évoluent et qui font que c'est de plus en plus large, donc tant mieux. Mais le truc qu'on n'a pas vraiment, effectivement, c'est les gens plus âgés qui font ça. Et moi, j'ai méga hâte. Je parlais avec Virginie Hoc, qui était là il y a quelques jours dans Dinguerie Room, et qui n'osait pas aller en comédie club. Mais est-ce que ça doit être dur, je comprends. Elle a dit j'ai préparé un truc, mais est-ce que tu peux, Amel, est-ce que tu peux m'accompagner? Mais est-ce que c'est dans... Ah ouais, ok, ouais. Oui, parce que
elle a pas peur d'aller sur scène. Mais pourquoi elle veut le faire déjà ? Parce que ça dépend aussi. Parce qu'elle a des choses à dire et parce qu'elle adore la scène et qu'elle veut se prêter à cet exercice-là. Sauf qu'elle s'est dit peut-être que il faut que je vienne avec quelqu'un, peut-être que je suis trop âgée. C'est marrant, ça. Tu vois, c'est bizarre. Ah ouais, non, ouais, c'est marrant qu'il y ait un problème de jeunisme là-dessus. Je pensais pas. Mais en tout cas, s'il y a, c'est dommage, il faut pas l'avoir. Non, ouais. Je pense pas en tout cas, mais après c'est les motivations parce que ça peut aussi quand tu fait le problème aussi des humoristes français qui sont depuis longtemps et qui n'ont jamais fait de comedy club, c'est la claque de jouer devant quelqu'un qui n'est pas ton public, c'est très différent en fait et c'est des gens qui sont habitués depuis 20-30 ans à jouer que devant leur public et en fait d'arriver dans une salle où un mec qui fait ça depuis 5-6 ans avec ses meilleures blagues du moment et tout, je dis pas que mais tu vois arrive à détruire la salle et t'arrives derrière et t'es pas sur tes appuis, ça peut être décontenant, enfin je comprends que ça soit pas agréable non plus entre guillemets, mais ouais il faut retourner ouais. Mais puis après ça donne des moments incroyablement marrants. Moi un de mes moments préférés sur scène au Sarfati, moi c'est les quelques fois où Thomas VDB est venu par exemple. J'adore. Non mais parce que déjà alors je parle désolé Thomas s'il écoute ça c'est pas pour dire qu'il est vieux, quoi, mais de voir un mec plutôt d'une quarantaine d'années, avec un autre rythme, un autre truc et tout, c'était. Ça fait du bien, non ? Ça fait du bien, et puis ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que nous, maintenant, c'est pas qu'on est blasé, mais tu vois, genre on joue, après on redescend, machin. Là, quand il y avait Thomas, c'est les 5 ou 6 stand-uppers qui étaient là sont montés pour voir ce qui se passait, quoi. On discute après. Il y a un truc, quoi. Et c'est vrai qu'après ils ont tendance à venir quelques fois et puis revenir derrière. C'est dommage. C'est vrai que s'il y avait une continuité, moi j'adorerais, mais bon, je suis pas à leur daronne. Ils font ce qu'ils veulent. Oui, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, on les encourage. On les encourage. Après, c'est eux qui font leur arbitrage parce que c'est souvent t'as des enfants, t'as un métier à côté, t'as des chroniques, t'as des trucs. C'est vrai que c'est du temps. C'est du temps pour pas tant d'argent au final. Non. Donc, je pense que, en tout cas, ceux qui ont dépassé la quarantaine, c'est pas pour l'argent, c'est pour le kiff. À mon avis, c'est plus le temps. Tout a pris quand même, mais bon. Oui. Mais en tout cas, pour l'instant, il n'y a pas assez effectivement de gens plus âgés que ça sur scène. Après, là, il y a Eddie King qui vient du Canada là, qui a quelques semaines, qui a 40 piges. Ouais. D'ailleurs, je lui donnais pas 40 ans, mais il a dit sur scène j'ai 40 ans. Il fait jeune aussi. Donc un quarantenaire encore, mais c'est vrai que les quarantenaires, on les compte sur les doigts d'une main, quoi. Mais écoute, j'ai hâte, même des 60... Enfin, je veux dire, quand Siké ou Beurre, ils créent leur nouveau spectacle, ils vont dans tous les comédie clubs et ils ont bientôt 60 piges. Ouais. Ils ont bientôt 60 piges. Ils ont des choses à dire encore. Bien sûr, il n'y a pas de raison. Ils ont même un savoir-faire qui est... Alors après, t'as des hauts et des bas dans ta carrière, quoi. C'est vrai que c'est... Les meilleurs spectacles de Siké et de Beurre, moi, c'est pas les derniers selon... Enfin, après, c'est que des goûts, en plus. Donc, mais bon, moi, c'est un des trucs qui m'avait rendu fou à l'Européen quand il y a Louis Siké qui était venu. J'étais dans la salle, j'étais à côté de Nathan, et du coup, il envoie ses premières parties, c'était très sympa. Et quand il est arrivé, il avait même pas encore dit un mot qu'il y a une atmosphère palpable de comédie qui est arrivée dans la salle, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, son savoir-faire et le fait qu'on sache que c'est lui, on était déjà prêt à avoir, on avait déjà le haut du corps prêt à créer le rire, quoi. Et en fait, quand t'arrives à ça aussi, ça doit être. Après, il y a plusieurs carrières dans un humoriste. Enfin, tu le vois, genre, je le vois même avec Farid qui travaille au Sarfati pas mal. Et maintenant, il est attendu. Genre, moi, quand j'arrive sur scène, c'est je te connais pas, sois marrant. Farid là sur scène, c'est ok, je te connais, fais-moi rire. C'est pas que c'est plus facile ou moins facile, mais c'est deux choses très différentes, quoi. De devoir convaincre et après faire rire, ou d'avoir déjà convaincu et du coup de faire rire. C'est déjà deux ambiances différentes. Donc c'est peut-être une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis pas pressé moi de passer la barrière de ça si tant est je la dépasse un jour. Mais c'est vrai que ça peut être stressant d'arriver et d'être attendu, quoi. Donc c'est vrai que... Oui, et de se dire, je ne dois pas décevoir. Bah ouais. Et ça, c'est ce qu'il y a... Et sauf que Siké et Beurre, ils s'en foutent. Et je cite que eux deux, je pourrais en citer 10. Oui, j'ai vu, on a vu ensemble avec Clémence, la productrice du podcast, on a vu ensemble Dave Chappelle. Et pareil, quand il a rien dit, il arrive, il y a un truc, une détente, c'est chez lui, quoi. Dave Chappelle, c'est encore autre chose, ouais. Ouf. Dave Chappelle, c'est encore autre chose. Lui, il est ça vraiment... clope, machin. Ah ouais, lui, c'est vraiment... Ça, après, moi, c'est un côté qui me fait marrer, mais tu vois, le fait que ça clope, ça s'assoit, de quoi je vais vous parler derrière tout. Moi, j'aime quand même l'idée que le mec va me proposer une heure qu'il a quand même... Enfin, c'est un peu différent entre la performance et le mec. Là, Chappelle, c'est exactement la photo que tu viens de m'offrir, quoi. C'est le mec, il s'assoit, il a son micro comme ça, et puis Bird Revelation, c'est un super spectacle pour ça. C'est qu'il est au Comedy Store et il parle, quoi. Il parle aux gens, il est assis, il fume une clope. Ça, c'est un autre stade, quoi. Là, c'est vraiment quand les gens t'adorent, quoi. Ouais. Il faut vraiment que les gens t'adorent. Parce que sinon, les gens, ils disent, ok, moi aussi, je peux parler, quoi. Enfin, tu vois, genre, c'est quand même notre métier, c'est de faire rire, quoi.
mine de rien. Et ouais, c'est clair. Tout le reste, moi, quand tu vois, genre, je veux avoir un message ou je sais pas quoi, tant mieux si t'as un message, tant mieux si c'est ce que tu veux. Mais moi, la façon dont je considère que je fais mon métier, c'est quand je fais rire des gens. Enfin, c'est le but de base, quoi. Et est-ce que quand t'as vu Louis C.K., à la fin de son spectacle, au rappel, il demande aux spectateurs, il dit voilà, j'ai quelques nouvelles blagues. Ouais, il l'a fait, ouais. Il l'a fait ? Ouais. C'est ouf, ça. Ouais, c'est marrant. Ouais, c'est marrant, mais ça, après, ça, c'est les 40 ans d'expérience, quoi. Ouais. Le mec, il sait... Enfin, dire qu'un truc qui sort du four pour lui, c'est déjà quelque chose qui est prêt, quoi. Putain. Alors qu'il pourrait partir, ça y est. Nous, ça, c'est encore autre chose, ouais. Tu vois, il pourrait partir. Mais ça, c'est lui qui est un peu greedy. Enfin, c'est lui qui aussi prend toutes les occasions pour pouvoir tester. Pour son adrénaline ou pour améliorer ce qu'il a en jachère, quoi. C'est-à-dire que c'est des trucs qui sont pas prêts et du coup il se dit vas-y, le public était bien ce soir, ils m'ont kiffé, vas-y on continue un peu. Et puis d'ailleurs il y a des rires parce qu'encore une fois grosse expérience, mais tu vois qu'ils sont pas prêts de la même façon ces blagues là qu'il fait après, quoi. Tu sais, il y a pas les mêmes chutes, il y a pas le même rythme. Mais c'est ouf de faire ça quand même, tu vois. Ça c'est 35. Je travaille encore. Ouais, mais ça c'est 35 ans sur scène, quoi. Tu le vois, genre si au bout de 7 ans, j'ai réussi à me créer des mécaniques de sauvetage ou quand il y a une interaction, je m'en sors comme ça ou je sais pas quoi ou une blague, bah ça en fait, imagine si tu multiplies par 5 mon temps d'années sur scène et que forcément tu t'améliores, quoi, à un moment donné, ou alors faut arrêter, donc à un moment donné le mec est juste il est juste prêt, et quoi. Il nous donne aussi un petit cadeau. Peut-être qu'il le voit comme ça, lui, je sais pas. Parce que c'est quand même plaisant de voir quelqu'un... C'est plaisant. Peut-être qu'il le voit comme ça, je sais pas, je pense qu'il travaille. Je vous donne il travaille, et puis... moi, en tant que spectatrice, je me dis, c'est cool. Ouais. Personne n'a écouté ces blagues-là. Mais c'est pour ça qu'il faut adorer la personne, quoi. Parce que la personne, tu vois, genre à un moment donné, si le show a duré 1h30, que la personne, ça va, elle revient, bon, ok, elle refait... Enfin, tu vois, faut quand même être sûr être sûr que les gens t'ont kiffé et... Tu vois, si tu reviens et que la moitié de la salle est déjà partie parce qu'ils pensaient que t'étais vraiment pas, tu vois, ça peut être un peu chelou. Ça peut être un peu chelou, mais bon, non, mais après c'est des mecs trop forts, hein, ça c'est encore autre chose. Hein. Une dinguerie du futur, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour la suite ? Non, juste de pouvoir continuer à faire ce métier. Hein. Honnêtement, hein, c'est vraiment ça, hein, c'est de pouvoir continuer franchement, à payer mes factures en faisant rire des gens, juste ça, quoi. Et pour l'instant, si en plus je peux ne pas trop m'exposer, pour l'instant, ça me va aussi. Et si tu pouvais remplir des grandes salles sans t'exposer ? Non, mais ça, t'aimerais bien déjà, ça, je pense que c'est pas possible. Et non, parce que, non, pas vraiment. C'est pas parce qu'en fait, l'exposition, si tu veux, c'est en fait, bon, après, c'est pas parce que ça se passe comme ça maintenant avec tous les réseaux sociaux et puis pour remplir les salles, c'est un peu une jungle. Donc, mais c'est vrai que tu vois, les collègues, ils vont vraiment à la chasse aux followers en mode de filet de pêche, quoi. Ils balancent des grands filets et puis qui en sortent, ils voient, ils trient après. Il y a du saumon, il y a du machin. Tu as les QR codes à la fin, les trucs. Enfin, c'est entre demander un like et demander une pièce. Enfin, je veux pas faire le. Mais en gros, tous. Il y a quelqu'un que t'aimes bien, c'est Blanche Gardin, qui arrive tant bien que mal à pas trop communiquer. Mais déjà depuis le début, et remplir des salles. Mustapha El Atrassi, il a totalement arrêté de communiquer. Mais c'est que des gens qui font ça depuis longtemps quand même. Quand ça depuis longtemps, et du coup, qui ont un following fort de gens qui veulent les voir eux dès qu'ils ont quelque chose de nouveau, quoi. Oui, ils construisent quand même leur... et ça, après, encore une fois, chacun fait comme il veut. Je suis pas en train de critiquer la stratégie du filet de pêche, hein. Mais c'est vrai que eux, là que tu m'as cité, je pense que leur public aujourd'hui, c'est juste, entre guillemets... quelques dizaines de milliers de hardcore fans qui, quoi qu'il arrive, viennent voir la nouvelle heure ou le nouveau truc que ces gens-là ont créé. Et ça, c'est ce qu'il y a de mieux, hein, d'avoir ces fans à soi, entre guillemets, que tu peux leur donner quand c'est prêt. Ça, c'est un truc. Hein, mais bon... Mais comment tu construis ça sans les... C'est en faisant ton heure dans une petite salle et tout doucement, comme les musiciens, quand ils faisaient les concerts, tout doucement. Ouais. Et puis on se sentant quand même marrant, quoi. Ouais. Faut quand même faut un petit ego, quoi, que j'ai pas, trop. J'ai un problème avec l'ego, quoi. C'est un truc... Enfin, tu vois, j'aurais toujours une musique qui me dira « Mais pourquoi vous venez me voir, quoi ?» Enfin, tu vois, vous auriez pu aller au ciné, ou tu vois, genre... Enfin, tu vois. C'est ouf. Ça vient d'où, ça ? Non, ça, je sais pas. Peut-être la campagne, hein. Peut-être non, peut-être la campagne, peut-être non, je sais pas. C'est peut-être moi aussi qui me protège et qui fait semblant aussi un peu... parce que je vois aussi ce que c'est... Enfin, on n'est pas à l'âge d'or de la notoriété, quoi. Ça veut dire que c'est un peu... Enfin, je dis pas que si je m'exposais, je deviendrais instantanément une superstar, hein, mais je veux dire, le phénomène d'être reconnu à la rue, de recevoir des messages, moi, c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai pas de messages de réseaux sociaux, c'est que un truc qui m'oppressait à l'époque, et je m'en rendais pas compte, je m'en suis rendu compte en ne les ayant plus, c'est le fait de pas pouvoir être contacté spontanément par n'importe qui, quoi. C'est un luxe énorme, quoi. Genre, personne, là, hier, j'ai fait un mauvais passage, quelqu'un a envie de me le signifier, il peut pas. C'est quand même un... Ouais. C'est quand même un stress en moins, quoi, je trouve. Même quelqu'un qui t'enverrait, t'es le meilleur, j'ai envie de te suivre partout maintenant. De toute façon, le curseur, il est trop.
t'es génial, t'es le plus beau, le plus grand. Ça, après, peut-être aussi, en plus, ça va avec, ouais. Mais en tout cas, le fait de pas pouvoir être content, ça, c'est un truc qui. Mais après, je suis pas en train de dire que tout le monde c'est des monstres et que si jamais je m'exposais, ça serait horrible. J'aimerais que ça vienne. Par accident de tellement ça marche bien sur scène que en fait naturellement faut que ça se fasse organiquement quoi, plus ou moins. Et qui est comme avec Fary à l'atelier, il t'a vu, par exemple, t'as fait après MC, donc là peut-être qu'il y a un producteur qui va te voir, qui va dire voilà, est-ce qu'on peut monter ton spectacle, puis après il y a des carrières, puis après tu peux imaginer des carrières hybrides quoi, parce que les gens imaginent une forme de carrière, mais tu vois, moi si je deviens demain la meilleure première partie de l'histoire, moi ça me plaît de faire une vie de première partie quoi. Tu vois ce que je veux dire, genre si demain encore une fois, tant que je paye mes factures et que je peux et que tu continues et que je peux continuer à faire ce truc là, faire juste des premières parties et des plateaux, bon après non, il y a des trucs que j'aimerais faire peut-être, mais pour l'instant vraiment là je suis bien là. Genre quoi peut-être, genre non, avoir un jour. Est-ce que être comédien? Je me le suis jamais dit, mais si tu vois, si demain il y a Eric Judor ou Alain Chabat dans une salle et qui me dit ta tête me revient, ce que t'as fait me fait rire, je vais écrire un truc. Voilà, il y a des gens que j'écoute quoi. Oui, bien sûr, bien sûr. Un truc qui te parle. De fou. Et quand j'ai cité ces deux noms, il y a d'autres noms. Enfin, c'est pas bien sûr, mais ça sera plus par accident quoi. Je vais pas aller chercher. Mais par contre, en termes de spectacle. J'aimerais un jour avoir quand même une heure captée, quoi, parce que ça, mais pas par vanité, quoi, pas dans l'idée de garder quelque chose de tout ça, même pour moi, non, là, c'est peut-être d'ailleurs la version de moi qui est un petit peu vaniteuse quand même, c'est j'aurais rajouté une heure. Encore une fois, on parle des contenus de tout à l'heure, moi. Non, mais comme quand t'écris un livre et que tu le mets, c'est fini, il est là, on le. Ouais. Un livre, ça c'est un truc que j'aimerais bien. Oui, il y a un accomplissement. C'est ça. Ouais. Écrire un roman, ça me plairait un jour, mais bon, ça c'est dans très longtemps peut-être. Ça c'est un truc qui me plairait peut-être. Mais ça c'est pareil, j'essaye de temps en temps et c'est horrible. Et ce qui est encore plus horrible, c'est que j'ai un truc que j'essaye d'écrire depuis un petit moment et que j'arrive pas, quoi. Tu le vois quand t'écris et que ça marche pas, quoi. Et que ça donne pas une bonne histoire, le style est pas bon, etc. Et j'ai la chance et malchance d'avoir pas mal lu de romans et du coup, en fait, je vois tout de suite que c'est pas bon ce que je fais, quoi. Enfin, ça se voit. Et j'ai demandé à ChatGPT d'écrire le début d'un roman avec le thème que j'avais. Ouais. Et il a écrit un truc incroyable, quoi. Et là, tu dis, de toute façon, ChatGPT va l'écrire pour moi, quoi. Ouais, il a écrit un roman, il a écrit un début de roman incroyable, quoi. Sans que j'ai besoin de faire quoi que ce soit. Donc, en fait, je sais pas trop à quel point je vais finir par écrire un roman ou pas, sachant que l'intelligence artificielle le fait pour nous maintenant. C'est ouf ce truc, hein. Tu t'es un peu renseigné ? Écoute, je suis sans voix là. Oui, j'ai posé des questions à ChatGPT. Ouais, c'est ouf, hein. C'est un sacré outil. Je lui ai dit, écris-moi écris-moi des blagues. Et tout alors ? De suite, tu vois. Elles étaient claquées au sol. Il y avait des blagues claquées, oui. Elles étaient nulles. C'est ce qui revient. C'est ce qui revient. Les gens disent que c'est claqué. C'est ça m'a fait les blagues, beaucoup je crois que c'est un peu sauvé pour l'instant. C'est trop nul. Mais là, ce dont tu me parles. Les mathématiciens, les codeurs, les machins, c'est vrai que c'est un autre délire, cet outil. Hein. Avec mon frère, dès que c'est arrivé, on a écrit les 2-3 premiers chapitres de ce que pourrait être le roman numéro 8 Harry Potter. On se régalait à le lire, quoi. Tu sais, on lui a donné un pitch, on le faisait 30 ans plus tard. Harry Potter avait 50 ans, il était ministre de la magie, il avait 3 enfants d'une vingtaine d'années, qui étaient Aurore. Enfin, on a donné un cadre. T'as donné du biscuit, et quand après, même. On lui a dit écrit. Et ça écrit pas en mode, tu sais, des trucs obvious en mode Harry Potter avait 50 ans et était ministre de la magie. C'était une soirée sombre dans les rues de je sais pas quoi. Enfin, il t'écrit vraiment un roman, le truc, quoi. Et on s'est régalé. Et du coup, après, tu te dis pourquoi j'attendrai la sortie du prochain alors que je peux l'écrire moi-même là et me régaler, quoi. Enfin, après, c'est une question de consommation de divertissement, quoi. On est dans l'apogée du divertissement possible, quoi. Non, mais après, il y a une façon anxieuse de le voir parce que c'est des revenus en moins et que ça peut tuer nos métiers. Mais pas le stand-up, pas la scène. Alors, le stand-up, je sais même pas parce que peut-être qu'un jour ça arrivera, mais t'as écouté les sons de Jay-Z qui sont sortis ? Ouais. Ils sont incroyables, hein. Et le mec, il n'y a plus de Jay-Z, quoi. Il n'y a plus besoin de Jay-Z pour faire des sons de Jay-Z. Mais qui va les défendre sur scène ? Ah, c'est encore autre chose. Mais moi, après les concerts, je m'en fous, moi. J'écoute que en audio quasiment. Enfin, je m'en fous. Il y en a que j'ai vu, il y a des concerts que j'ai vu que j'ai bien aimé, mais pour moi, la musique, c'est plutôt dans le casque pour moi. Et du coup, pourquoi là je m'emmerderais à attendre ou à essayer de découvrir un nouveau mec alors que je peux me faire auto-écrire 10 albums de Jay-Z si je veux et les écouter. Autant écouter Jay-Z, tu vois ce que je veux dire ? Après, si t'aimes Jay-Z, on pourrait prendre quelqu'un d'autre. Mais du coup, ChatGPT, c'est un délire, ouais. C'est un délire. On en a parlé avec Eddie King il y a pas longtemps qui a découvert ça et du coup, il a vu ça pour les blagues. Pour les blagues, un truc qui est intéressant, c'est... Il n'arrive pas à faire des blagues. Alors, il n'y arrive pas tellement, mais tu peux lui demander est-ce que ça a déjà été fait et il te sort le listing des humoristes qui ont fait ça. Ah, d'accord, comme ça... en cas de peur de plagiat ou en cas de peur de... Ah merde, peut-être ça a déjà été fait et tout. Ouais. Ça, tu peux checker avec ça, apparemment.
Et en plus, ChatGPT, il est un peu... il n'est pas hors cadre. Je lui avais dit de faire un truc. Ah non, écoutez... Et il m'a dit non, je ne vais pas faire des blagues sur ça. Ouais. C'est pas gentil. Mais je trouve ça un peu limite encore plus badant qu'il ait ce genre de cas. Quoi. Oh là là, écoute... Je préférais qu'il ait zéro limite, quoi. Oui. Parce que là, en fait, non, mais c'est juste... On a inventé des machines pour enlever les métiers... d'ouvriers et les métiers avant, tu vois, les machines qui remplaçaient les ouvriers, les machines qui remplaçaient pas mal de métiers, et on est en train d'inventer la machine qui va se débrouiller pour les métiers créatifs, en fait. Hein. Oui. On est juste, ça rend juste humble, en fait. Hein. C'est juste qu'on est un métier parmi tant d'autres, et les machines vont aussi remplacer ça. Il y a pas de raison, quoi. Putain. Et moi, je lui ai parlé un peu à ChatGPT. Je lui ai dit comme un psy. Je dis voilà, j'ai du mal à prendre une décision. Mais il m'a bien répondu. Bien sûr, bien sûr. Genre pendant 15 minutes quand même. Ouais. Bah, il a lu tout Freud. Hein. Ouais, mais oui. Il a avalé tout Internet, donc il a avalé tout Freud, il a inventé tout. J'ai pas envie de faire ça, mais je sais pas comment dire à cette personne, mais en même temps, il m'a dit ok, très bien. Déjà, c'est bien de vous questionner. Tu sais, c'est toujours positif. C'est très bien. Donc première étape, je pense que vous devez aller voir cette personne, lui dire. J'ai dit waouh, psy, c'est fini. Bah ouais. Il y a eu des études de fait. Je crois que le métier le plus en danger, c'est mathématicien. Non. Parce qu'en gros, il fait les maths tellement vite et tellement bien qu'en fait, et c'est terrible parce que ça demande du. Ouais, bah écoute, après, on verra bien. Moi, je suis pour embrasser le futur tel qu'il vient. Hein. Il y a encore des bons moments à passer. Bon, bah écoute, c'était cool de discuter. C'était cool. Je note que t'as pas beaucoup parlé en verlan et je note qu'il y avait, parce que j'ai pas écouté beaucoup d'épisodes, mais j'ai vu que dans les commentaires, on te reprochait beaucoup de parler en verlan. Ouais. C'est terrible. Mais c'est quoi cette histoire ? Comment ça se fait qu'on te reproche autant ça ? Je parle beaucoup en verlan, mais c'est souvent avec si le stand-upper qui est en face de moi, que je connais vraiment, avec qui je traîne, notamment avec Jamel, je le connais beaucoup. Et puis, c'est de ma génération. Donc, et là, on va tout parler en verlan et c'est incompréhensible. Donc, on peut noter à quel point tu connais la personne selon à quel point tu vas parler en verlan dans l'interview. Ouais, mais là, je fais des efforts. Là, t'as dit que ouf, donc les gens vont comprendre que tu me connais pas du tout. J'ai dit ouf et j'ai dit 2 autres trucs, je crois. J'ai dit mais je fais un effort. Ah ouais, pour les gens qui te commentent ? Mais parce qu'ils comprennent pas, parce qu'ils sont adorables. Ils disent mais on comprend pas. Il y a des gens adorables, mais il y a des gens méchants aussi. Hein. Ouais. S'il n'y avait pas le verlan, et tout. Je parle comme ça. Bah oui, c'est pour ça. C'est terrible. Non, c'est pas si terrible. Ouais. Je sais pas. Tu vois, des fois, je me dis, je m'en fous, je vais parler. Je parle comme je parle. Des fois, je me dis, il faut que je fasse un effort. Moi, je pense que le but, c'est pas comme tu parles quand même, non ? Ouais. Ok. Non, je sais pas, après, c'est chacun fait comme tu veux. Ouais, mais t'as raison, il faut être comme on est. À un moment, on avait beaucoup rigolé, je sais pas si tu t'en souviens, mais c'est quand t'avais parrainé Yacine sur un site de rencontre, je sais pas quoi, et du coup, on était au Fridge, et tu faisais son profil, et au moment où tu faisais son profil, j'étais mort de rire, parce que vraiment, t'attaquais, tu parlais en mode comme tu parles, en mode, ça c'est trop, enfin tu vois, genre... Et voilà, Yacine me dit, c'est comme ça que tu devrais être sur scène. Après, ça c'est une quête, hein. Alors, ça va être une niche, parce que tout le monde va... C'est pas une niche du tout. Les gens, ils ont qu'une envie, c'est de voir des gens qui sont comme... Ouais, non, t'as raison, Louis. Tu viens voir ça. Ça, c'est ma quête, hein. Oui, c'est une quête. Non, mais tout le monde. Ceux qui disent que c'est pas leur quête, ils mentent. Hein. C'est la quête de tout le monde, hein, d'arriver à pas avoir une petite chose à pleurer. Après, il y en a qui ont le truc, aux États-Unis, ils disent fake it until you make it, ou un truc comme ça, enfin, de faire semblant jusqu'à ce que tu y arrives, quoi. Il y en a qui n'arrivent pas à faire ça, mais c'est la quête de tout le monde d'avoir l'air naturel, je pense, en faisant ce que tu fais. Et toi, tu l'as trouvé ou pas, ton naturel ? Je suis sur le chemin d'eux, mais j'espère que ce que j'ai considéré comme un gros déclic il y a pas longtemps était en fait un tout petit déclic dans un océan de déclic, quoi. On sait pas, quoi. Ouais. Mais je m'en fous, tu vois, genre c'est le chemin qui est marrant après, comme on dit, après ça fait un peu phrase, un peu phrase, si on finit là-dessus, ça va faire un peu développement personnel, c'est pas le but, quoi. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, c'est ça, quoi. C'est juste qui m'excite aussi, hein. Parce que mais dans tout, le process. Si t'es arrivé, c'est plus marrant, ouais. Écoute, merci d'être venu. Merci à toi, j'ai kiffé parler avec toi. Alors, ça fait trop bien qu'on discute, je me rends même pas compte. Ça fait 1h30 1h30 de discussion. Allez, on a dépassé qui, là ? Gad, non ? Putain. Je crois que bien. Je savais. J'étais pas en concours de longueur, mais moi, je peux encore parler avec toi. Je vais t'accompagner, d'ailleurs. Tu rentres ? Je rentre. Et là, je sais que je peux te faire aller où... Ok, on va aller dans le 15e. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci pour ce cadeau. C'est une super... J'avais une photo de Norm Macdonald chez moi, et là, maintenant, j'ai cette photo-là, et c'est super. Merci. Photo de Richard Pryor. Je suis contente que ça te plaise. Merci de nous avoir écoutés. C'était Amel Chabi et Louis Dubourg. Dinguerie Room est un podcast original Engel présenté par Amel Chabi. Productrice Clémence Friès, réalisateur Raphaël Fruchard, ingénieur du son Thomas Gabriel, coordinatrice de production Alix Pénichon.